il faut faire le plus de trucs possible. Prends tout ce que tu veux prendre. Moi, quand je suis rentrée dans ce milieu-là, sans même savoir que j'allais devenir un jour présentatrice ou journaliste et tout, mais à l'époque, je me considérais comme consultante et je me disais, Mhm. mais plus tu fais de trucs, plus tu vas sur les courses automobiles, dans les salons automobiles, dans les rencontrer des gens, les constructeurs, les machins, plus tu connais de gens, plus tu as de relationnel, plus ça te sert dans ta vie pour créer du lien, faire des connexions, des passerelles. C'est jamais inutile, quoi. C'est jamais vain de faire quelque chose. Et il y a plein de moments où parfois j'ai la flemme de faire un truc, genre, ça me gonfle d'aller faire une journée sur un circuit, je sais pas quoi. Et j'en reviens toujours enrichi de quelque chose, quoi. J'ai jamais l'impression d'avoir vécu une journée qui n'a servi à rien, quoi. Et c'est ça, en fait, que ça fait, c'est que ça nous apprend, ça nous apprend. Voilà. C'est ça la synthèse. Si on apprend, on a toujours des trucs à apprendre. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir une femme au destin, allez, on va dire qu'il y a un point de bascule dans son parcours sportif. Et ça, c'est ça qui va être intéressant pour vous toutes et tous qui nous écoutez. Parce que souvent, la vie, c'est faite d'imprévus, parfois de chaos, parfois de mauvaises surprises, parfois des bonnes aussi. Donc avec Margot. Alors, Margot, déjà, est-ce que je t'appelle Margot? Est-ce que tu m'autorises à t'appeler Margot? Parce que ton vrai prénom, c'est Marguerite Lafitte. Oui, exactement. Je t'autorise parce que apparemment c'est ce que tout le monde fait. J'adore mon prénom. En fait, je ne l'ai pas changé je sais pas, un choix que j'ai fait parce que j'aimais pas mon prénom Marguerite, mais c'est parce que c'était plus court, je pense, pour les gens et plus simple, donc c'est devenu Margot. Mais j'adore le prénom Marguerite. Donc Ah c'est ballot. bah alors, si tu l'adores, je vais t'appeler tout au long de cette interview Marguerite. Ah, voilà, parce que c'est D'accord, un beau alors, prénom après après tout. tout. Donc bienvenue dans le podcast Objectif Finisher. Comment tu as la forme en ce Merci. moment? Et ma foi, en pleine forme, en pleine forme. Là, j'ai repris pas mal de sport et tout. J'ai eu deux enfants et j'ai eu une petite fille il y a 3 ans maintenant, donc ça fait un bout de temps. Mais depuis ce deuxième accouchement, j'ai toujours fait du sport, un peu de yoga, mais dans des sports un peu plus doux et tout. Et là, j'ai repris quand même un peu plus intensément le footing, le tennis et tout. Donc, je suis en pleine forme. Voilà, ça pour dire ça. Ouais, mais c'est intéressant. On peut commencer par ça, même si on va revenir aux sources avec ton parcours, évidemment, qui va inspirer plus d'une personne parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues, pas tout à fait destinées, mais quoique. Allez, je fais juste un peu le teasing, mais là, en ce moment, d'ailleurs, qu'est-ce qui doit, tu dis, bah tiens, j'ai repris un petit peu ma santé en main, je me suis recentré un petit peu sur les fondamentaux. Voilà, parce que des enfants, c'est pas rien dans une vie, hein, c'est plein de bonheur, mais ceci, ça déstabilise pas mal, ça Ouais. réorganise plein de choses. Qu'est-ce qui fait que là, ces derniers temps, tu t'es remis un petit peu au centre de ta santé, si je peux le dire comme ça d'ailleurs. Euh, Bah, c'est exactement ça. C'est vraiment ni plus ni moins ça, parce que j'ai eu la chance. Alors, pour revenir sur ce deuxième accouchement, parce que deux enfants, c'est plus qu'un, donc c'est toujours un peu plus de fatigue mentale, morale, etc. Je voyage beaucoup, pas avec mon métier, donc c'est une accumulation en fait de moments où on a l'impression d'être un peu en asphyxie. Et même si j'ai eu la chance d'avoir ma fille, mon deuxième enfant, juste au moment enfin un mois avant le confinement, donc j'ai savouré cette première partie de vie de mon deuxième enfant. Donc ça c'était génial, mais après ça a été la tourmente, on a repris de plus belle. Et donc là j'ai vraiment l'impression d'être, je vais pas dire en asphyxie parce que ce serait pas honnête, parce que j'ai le temps de savourer, de faire plein de choses sympas, je passe du bon temps avec mes enfants aussi et tout, mais malgré tout ça reste du boulot, c'est aussi beaucoup de travail professionnel, donc j'avais l'impression de toujours procrastiner un peu. J'adore faire du sport, j'en ai toujours fait toute ma vie et je le faisais un peu par obligation, plus que par réelle envie et bien-être, quoi.
Et là, cet été, j'ai eu l'impression d'avoir reconnecté un peu avec l'envie de faire du sport, Hmm. plus que par besoin, parce que c'est bien d'en faire, parce que j'en ai toujours fait, parce que c'est plus sain, etc. Là, je l'ai fait par plaisir et j'ai couru à nouveau. En 3 ans, je crois que j'ai couru peut-être, j'exagère peut-être en disant 5 fois, mais peut-être 10 fois en 3 ans. Et là, j'ai pas couru tous les jours, mais presque cet été. J'ai fait beaucoup de sport et j'ai eu l'impression effectivement de repenser à moi. C'est du bien. Hmm. Ouais, ça fait du bien. Pourquoi courir? Parce que c'est le plus simple, parce que tu avais des personnes avec toi qui t'ont Exactement. motivé. Alors non, c'est venu, mais comme ça, vraiment, mais Ouais. j'allais dire que c'est une expression pas très belle, comme une envie de pisser. Mais un matin, je suis allée promener mon chien Faire pisser ton et, chien. et voilà, exactement. Et j'ai vu notre voisine qui faisait un footing et je me suis dit, et donc c'est autour de chez nous, et je me suis dit, mais oh, tiens, c'est vrai, tiens. Je suis rentrée, j'ai mis mes baskets et je suis partie faire un premier footing. Et à partir de là, j'ai couru enfin, très régulièrement, chose que je n'avais pas faite depuis très très longtemps. Alors, on fait souvent sur les grands prix. On avait, il fut un temps, mais je l'adoptais un peu moins ces dernières années, mais pendant très longtemps, à chaque Grand Prix, on courait un soir ou deux de la semaine où on est sur le circuit. Sur le circuit, justement, d'abord c'est bien parce que ça nous fait bien voir la piste, etc. Et c'est toujours intéressant. Et puis ça nous fait un parcours avec un kilométrage précis. On aime bien aussi se lancer des petits challenges avec les personnes avec qui je travaille dans l'équipe sur les chronos, etc. Et donc on le faisait régulièrement. Donc ça c'était assez sympa. Et puis j'avais arrêté de le faire. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire revenir un peu dans ma vie, le footing. Et ouais, cette simplicité de prendre une paire de baskets et de partir courir, c'est quand même, c'est c'est- c'est si simple. Simplicité. Et pour le coup, il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est simple, c'est vrai, mais Oui, mais c'est ça. Non, si j'ai pas de but, mais, qu'est-ce qui, si toi tu et parles de c'est pas tant le plaisir, mais but. t'as pas Parce que, ouais, ouais. par exemple, je regarde l'heure à laquelle je pars. Mais je ne me chronomètre pas, je regarde pas le nombre de kilomètres que j'ai fait Hmm, hmm. et le temps que j'ai mis pour le parcourir. Alors qu'avant, j'aimais bien ça. En, en témoigne ce que je viens de dire sur les petites compètes qu'on se faisait, mais c'était plus pour le challenge, pour finalement donner un peu d'intensité à ce qu'on faisait, plus que par réelle compétitivité, quoi. Mais on aimait bien. Et là, je cours vraiment juste pour courir. Je vois bien le rythme que j'imprime à peu près. Je vois bien quand je cours mieux ou moins bien. Et j'aime bien l'idée justement de pas m'oppresser avec une notion de temps ou de distance. Et j'aime aussi beaucoup les footings très différents. C'est-à-dire qu'en vacances, alors c'est pour ça que, attention, là c'est la rentrée. Peut-être que courir partout au même endroit tous les jours, ça va me gonfler. Parce qu'en Hmm, vacances, hmm, on peut hmm. toujours Ouais. varier ses parcours et ça donne plus de plaisir. Parce que le plaisir, il est aussi de se promener, de regarder, de profiter, quoi. J'ai pas couru avec de la C'est musique ça. une seule fois cet été. Ouais. En Et en plus, sachant ouais. qu'il y avait toujours de Donc, la musique, ouais. Là, j'ai vraiment hein. couru, c'était du plaisir, quoi. C'était que ça. Eh ben écoute, je te réinterviewerai je te poserai la question dans quelques mois pour savoir si l'effet vacances a eu Oui, et derrière un petit peu passer. ça. Ouais, ben non, non, c'est en général ça Ouais, part de ouais. là. Les Oui, oui, vacances, on est un peu ça peut plus relancer ouvert un truc. Ouais, et c'est ça. exactement. Ouais, ouais. Et ben on fera un Sans point doute, ouais. là-dessus. Alors pour ceux qui sont fans et passionnés d'automobile, forcément ton nom de famille et même ton prénom est ultra connu. Maintenant, il y a pas mal d'auditeurs qui vont se dire mais en fait Cyril est en train de parler avec une championne de course à pied en fait, mais Marguerite Lafitte. Loin de là. Qui es-tu? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu le topo aujourd'hui, si on devait faire un petit peu, tu sais, l'actif passif, on fait le bilan, tu vois, dans les entreprises, mais on le fait pas trop pour soi. Si on faisait un peu le bilan de Marguerite Pas aujourd'hui, comment tu te facile. décrirais? Tu te décrirais comment? Ah, alors, je dirais que je suis une enfant heureuse, une jeune fille heureuse, que j'ai mis pas mal de temps à trouver ma voie. Je trouvais que ça avait été un peu long. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui beaucoup de compassion. Parfois, quand j'ai des mails d'étudiants qui m'écrivent qui veulent embrasser un parcours, une carrière, je me dis que c'est génial parce que moi, j'ai l'impression d'avoir tâtonné un peu. Mhm. Donc, j'ai eu un petit moment de flou. En revanche, à partir du moment où j'ai trouvé ma voie, j'ai été très, je dirais pas obstinée, c'est pas le mot, motivée. Très motivée et ça a donné un sens à ma vie en fait. Et je crois qu'on ne peut rien souhaiter de mieux aux gens que de vivre de leur passion et j'ai la chance de vivre de ma passion aujourd'hui. Donc j'ai été voilà une jeune femme accomplie et je suis encore aujourd'hui épanouie même je peux dire dans mon travail, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, personnelle.
parce que j'ai aussi la chance de bénéficier de la philosophie de vie de mon père, dont je parle assez souvent, qui est de profiter, de pas toujours penser trop loin, Mhm. pas trop penser au lendemain et de savourer ce qu'on est en train de vivre. Et donc, ça donne une petite légèreté dans sa manière d'être qui m'a toujours servi dans mon métier parce que bah, c'est sympa quoi d'être comme ça. J'apprécie les gens qui le sont, donc je m'entoure de gens qui sont un peu comme ça aussi. Donc c'est voilà. Et donc je suis devenue journaliste dans le sport automobile à Mhm. Canal+. Je dis journaliste, à chaque fois que je prononce ce mot, j'ai toujours un tout petit peu de mal parce que je n'ai pas fait d'études de Ouais. journalisme, mais bon, aujourd'hui, je suis ça, quoi. Je crois un peu, et présentatrice. Je parle du sport et de ce que j'aime. C'est Ouais. bien ça comme présentation ou on est dit Alors trop, attends, pas assez. je vais demander à mes auditeurs tout de suite. Voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors nous on est en live tous les deux. Eux, ils nous écouteront un petit peu plus tard. Donc là on est en pleine rentrée. Quand ils nous écouteront, ce sera déjà l'automne, les feuilles rouges, etc. Euh, Je la courrai présentation, plus. c'est ça. C'est Bon, ça. non, je vais te motiver. Tu as d'ailleurs, ouais, bah, si tu écoutes le podcast Champion de ma vie, ça va te motiver. Ouais. Et puis, J'en suis si, sûre. si tu cherches quelques inspirations de coureurs ou coureuses, runners, trailers, peu importe, sur les terrains de jeu, n'hésite pas à me demander. J'aurai Je matière saurais te connecter. Ouais, ouais, ouais. j'assouvirai, mais Mais c'est vrai que c'est un sport assez accessible et pour preuve que bah tiens allez on est mardi 29 août, hier c'était lundi 28 et c'était surtout l'UTMB, la première course de l'UTMB avec la MCC et Denis Brognard a fait la MCC, donc on salue Denis au passage et tu vois depuis qu'il a goûté à la course à pied bah finalement il s'arrête pas ah, c'est quoi, un alors grand qu'est-ce qui fait sportif, que oui. Ouais. ah oui, il était déjà un vélo, etc. Pas mal. Oui, Mais c'est vrai qu'on sent que là, il a mis le doigt tu vois, dans un truc qui est assez grisant, quoi. La course à pied, et notamment le trail, peut-être plus, je sais pas, ah, que oui. la course sur route, c'est assez emblématique. Les gens regardent ça, cette UTMB, toutes ces Oui, épreuves-là, c'est et vrai. ça fait rêver pas mal de monde. Donc parfois, il C'est y a la inspirant. motivation de la course, puis juste comme toi, et je trouve ça super bien aussi, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire, et d'enseigner aussi quelque part aux coureurs, c'est à un moment donné laisser tomber le chrono, laisser tomber la compétition, l'objectif, etc. Parce que plus tu prendras de plaisir, plus tu seras connecté, ce que tu nous disais très bien d'ailleurs avec tes C'est vrai. sensations, ton environnement et prendre un plaisir dingue. Et la performance vient souvent par le plaisir. C'est ce que nous enseignent beaucoup d'athlètes d'ailleurs. Hein, notamment, je me rappelle du podcast avec Laura Tarantola, qui, à un moment donné de sa carrière, sa jeune carrière, hein, puisqu'elle est très jeune, Laura, mais elle commençait un petit peu à se mettre un peu la pression, et les résultats étaient moins bons, puis un jour, elle a coupé, elle s'est reconnectée avec la notion de plaisir, et elle fait la médaille d'argent au JO avec Claire, sa partenaire. Bref, en tout cas, voilà, de mettre du plaisir dans ce qu'on fait et de la passion, on va le voir avec toi. Ouais. Donc tu disais, ouais, je me sens, alors peut-être j'ai eu à un moment donné, je l'ai intégré comme ça, le sentiment d'illégitimité sur ce métier-là qui n'est pas mon métier puisque j'ai pas les études pour ça. Pour autant, avec du recul maintenant, euh, quelles sont les qualités d'un bon journaliste d'une bonne journaliste pour toi et que tu as intégré évidemment aujourd'hui? Je dirais d'être rigoureux dans son travail, c'est-à-dire que l'information prime sur tout le reste et qu'elle soit toujours juste et vraie. Hmm. Et ouais, moi, j'essaye, oui, de retranscrire ce que je vis, ce que je vois, d'expliquer comme je peux, si ce n'est pas moi qui le fais, demander à ceux qui sont à même de le faire. Oui, c'est être pertinent et curieux. Hmm. Eh ben super. Et finalement, au travers de cette présentation que tu me fais, on pourrait se dire, est-ce que c'est des diplômes qui nous amènent cette rigueur, cette curiosité, cette capacité à retranscrire? On va pas dire oui, on va pas dire non, on va pas faire de jugement sur les Oui, études parce que c'est mais quand important. même, Eh, ouais, je j'ai t'en une prie. petite idée quand même. Ouais, parce que moi, Ouais, non, ça c'est sûr que je vais pas faire de jugement sur les études, n'en ayant pas fait. Mais par contre, je me dis que quoi qu'il advienne, ça m'aura manqué, quoi. Je pense qu'on peut ouais, apprendre sur le terrain, je pense qu'on peut apprendre un métier sans passer ouais, par les cursus forcément normaux, mais que peut-être ça fait aller un petit peu plus vite. Enfin, je sais pas. Après, j'ai pas de regrets du tout, hein. hmm, Mais je me dis peut-être que j'aurais pu faire plus vite les choses que je fais maintenant, et à la ouais. fois, j'aurais peut-être pas appris de la même manière, et donc,
Ouais, il Ça n'y a s'est pas fait de comme ça. règles, mais bien Ouais. que, bon, en tout cas, quoi qu'il advienne, faire des études, apprendre, comprendre, n'est jamais vain. Donc, c'est pour ça que, c'est en ça que moi, je me dis aujourd'hui, bon, c'est sûr que j'aurais appris plein de choses, que je les aurais appris plus vite qu'aujourd'hui et plus vite que sur le terrain. Euh, mais voilà, j'avais pas prévu de faire ça, donc c'est pas, c'est comme ça, mais c'est quand même bien Bon, d'apprendre. sachant que nous, on s'est déjà croisés en vrai, d'ailleurs, avant de s'interviewer comme ça. Et je te pose le. J'en parle pourquoi? Parce qu'en fait, t'es pas exclusivement que journaliste, tu fais d'autres choses à côté. Donc, si on devait continuer un petit peu aujourd'hui pour Oui, découvrir un petit peu qui est Marguerite, et bien en fait, qu'est-ce que tu pourras ajouter un petit peu dans ton panel de compétences ou pas de compétences, mais tu œuvres dans quoi? je dirais que au-delà de tout, enfin, puis on a parlé, on a commencé par là, par le sport, et ma Ouais. vie est liée au sport clairement, Ah, par mon ouais. père bien sûr, et par aussi moi, tous les sports que j'ai pratiqués, que j'ai aimés, la compétitivité que ça m'a donné, c'est aussi ça, le dépassement de soi, la motivation, c'est plein de valeurs qui nous servent dans tout, dans la vie, quoi. C'est pour ça que le sport est si extraordinaire et que ça Ouais. devrait être obligatoire, quoi. Et donc je dirais que oui, c'est le sport moi qui m'a toujours guidée et c'est pour ça que je me suis passionnée pour l'équitation quand j'étais plus jeune, puis le sport automobile. Donc j'ai monté à cheval pendant de nombreuses années. Quand j'ai basculé, je suis passée au sport automobile. J'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai appris énormément et ça fait partie de mon cursus et ça fait partie aussi de quelque part de cette espèce de légitimité dont je parle, c'est-à-dire qu'au départ j'étais pilote en fait. Euh, mais même pilote, je trouvais que j'étais pas légitime parce que j'avais commencé tard, alors que normalement on commence Hmm. tôt par les filières traditionnelles que sont le karting, la monoplace, etc. Trucs par lesquels je suis jamais passée. Donc je me disais, bah non, je pourrais pas être pilote puisque je suis pas passée par là. Donc non, je ne veux pas être pilote. Et donc je me trouvais ni légitime en tant que pilote, ni légitime en tant que journaliste ou présentatrice parce que j'avais pas eu de formation. Alors qu'au final, c'est les deux choses qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui et qui sont Hmm. ma vie et mon métier et ma passion. Donc c'est assez. En psychologie, ça doit être intéressant, ça. Faudrait que j'en parle à un psy. Mais, euh, mais je me trouvais pas légitime en tant que pilote alors que ça a été ma passion et ma vie pendant de nombreuses années avant que je bascule plus vers la télévision. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta On- question, mais. Ouais, ouais, si, 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 enfin, en partie, parce que moi je sais qu'à côté, tu fais de la conférence parce qu'on te sollicite sur tes Ah prises de oui, bien sûr, parole, sur ces autres genres d'opérations-là, oui. mais là j'aime bien parce que tu nous apportes un petit peu tout le véhicule là, qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Euh, et ben on va y revenir justement. Mais tout de suite, nous claque peut-être à l'oreille, pour les sportifs en tout cas qui nous écoutent et qui se posent la question, ben, qu'est-ce que je peux faire après une carrière sportive? Bah, toi très clairement, tu ne parles pas déjà de ton bagage. Éducatif entre guillemets ou scolaire, etc. Tu nous parles de ton bagage sportif parce que c'est ce qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. Donc tu as parlé de dépassement de soi, motivation. Donc chers amis sportifs, oui, c'est important d'avoir des études ou de pouvoir, comme a dit Margot, accélérer un peu le processus grâce à des diplômes, etc. Mais pour autant, c'est pas perdu si on n'en a pas non plus. Donc Ah la non, ouais. preuve avec, voilà, avec ton Heureusement, parcours qui est ouf, on est sinon j'étais sauvé. foutu. Ouais. Il y a pas, voilà, il y a pas de schéma type de toute façon, on le sait tous, mais Non. bon, malgré tout, on a besoin de se rassurer un petit peu. Alors, on va se rassurer avec toi pour connaître un peu plus sur ton parcours et découvrir un petit peu ce qui t'a amené dans cette carrière que tu pilotes aujourd'hui. Euh, Trop facile. Elle Et était belle, elle était belle. n'importe quoi. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'on pourrait dire aussi, ben, finalement, il y a un point de retournement. Tu nous parles d'équitation, tu nous parles après d'automobile, dans le sport, et puis aujourd'hui, non pas en tant que sportif, mais en tant que journaliste. Je vais pas te demander à quelle année tu es né parce que ça se fait pas, mais 1980, j'ai aucun problème. oh, cadeau, cadeau. Alors tout le monde fait son petit calcul de maman de deux filles, donc en Je vais avoir 43 1980. ans en novembre. Voilà. Bon, et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1980? Tu es né à quel endroit et comment sont passées les premières années de ta vie, tout simplement? Alors, je suis née à Paris, Hmm. dans la ville de Paris, bien que je n'y ai, pour ainsi dire, jamais habité, puisque à cette époque-là, mon père habitait déjà à Magny-Cours, parce qu'il courait en Formule 1 pour Ligier, et donc il était basé là-bas, à Nevers, Magny-Cours, et on habitait à Plagny précisément. Donc je suis née à Paris, mais je suis allée tout de suite habiter là-bas pendant quelques années, 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi ou 3 ans.
Et ensuite, mon père est passé chez Williams, donc dans l'écurie Williams, qui est une écurie anglaise. Donc il est parti vivre en Angleterre avec sa famille. Donc nous y sommes allés avec ma grande sœur et ma maman. Et nous y avons passé 5 ans, ce qui fait qu'on a commencé toutes les deux l'école là-bas, dans une école complètement anglaise. On ne parlait pas un mot quand on est arrivé. Et puis, ben, on a eu des nounous anglaises et l'école anglaise. Donc, on a eu 5 ans de vie là-bas qui ont fait qu'on était parfaitement bilingue et qu'on a gardé ça toute notre vie. Et ça nous a été très, très utile. Il faut reconnaître que parler plusieurs langues, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre, qui est enseigné à l'école, mais Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit. Enfin bon, c'est un autre débat, mais c'est important, les langues, pouvoir s'exprimer ailleurs que chez soi. Et ouais. donc voilà, j'ai vécu 5 ans en Angleterre. Nous sommes rentrés d'Angleterre. Donc c'était une vie où nous, on était très innocentes, ma sœur et moi, sur la vie de mon père. Je pense que jusqu'à l'âge d'être, oui, adulte ou adolescente, je savais pas pourquoi j'étais allée habiter en Angleterre, quoi. Je l'ai su après. Et même la vie de mon père, c'était très abstrait parce qu'il en parlait très peu à la maison, sciemment. Il voulait pas qu'on soit trop impliqué dans sa vie professionnelle. Je crois que ses parents, si je dis pas de bêtises, ne sont jamais allés le voir sur un Grand Prix, ce qui Ah, paraît fou. jamais, ouais. Ouais. Il mélangeait pas, quoi. Il y avait la vie de Mhm. famille et il y avait le Ouais. travail. Et c'était Mhm. une autre époque, hein. Et ma mère l'accompagnait quand même pas mal, donc il partait beaucoup, mais on avait une nanny qui nous gardait. Mais ça nous a jamais, on s'est jamais dit qu'on avait eu des parents absents ni rien. Mais en tout cas, voilà, il parlait pas de sport automobile, donc c'était pour moi, c'est venu plus tard. J'ai compris. Je crois que même au collège, donc j'étais quand même un peu plus grande, j'écrivais coureur automobile sur les métiers du père et sans vraiment savoir ce que c'était. Mais je crois que j'ai compris à peu près à cette époque-là, quoi. T'as eu la Il y avait réflexion un jour d'un professeur, c'est pas un Oui, métier, ou c'est quoi vous? c'est quoi, il court? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, oui, oui, cours. Non, je sais plus, je sais pas. On mettait ça, je sais pas pourquoi on Non. mettait pas pilote, on était coureur automobile, c'est bizarre. Ouais, ouais, c'est Et, vrai. et donc, on est revenu habiter en France. On a beaucoup bougé, en fait, parce qu'entre enfin, Manicourt, entre l'Angleterre, quand on est rentré d'Angleterre, on est allé vivre peut-être un mois ou deux, je crois que c'était en été. Parce qu'on est rentré parce que mon père a eu un accident très grave, il s'est cassé, chopé une Justement, jambe, le bassin. Marguerite, c'est un peu la question que j'ai envie de te poser, que je voulais te poser depuis tout à l'heure. C'est, est-ce que tu as déjà posé la question comme ça, de but en blanc, à ton père, ton papa, Jacques, euh, pourquoi tu ne nous en parlais pas? Tu lui as déjà posé la question comme ça? Non, aussi directement non, mais je crois que c'est Non? parce que j'avais pas vraiment besoin de la poser puisque j'avais la Ouais. réponse, quoi. Je pense qu'il Même voulait, avec du il recul, tu vois, voulait. il t'a jamais dit clairement, bah, c'est parce que pour cette raison, un jour, c'est un métier dangereux, Je pense non. je l'ai déjà entendu le dire. Je sais pas si c'est parce Ouais. que moi je lui avais posé la question directement, mais Mhm. pour moi c'est clair, quoi. C'est parce qu'il voulait, d'abord parce qu'il il mélangeait pas sa vie professionnelle et personnelle, Ok. et ensuite de ça, il y avait aussi l'aspect, je pense, dangereux de son métier qui faisait qu'il ne voulait pas qu'on soit un Mhm. jour, ma sœur et moi, confrontés à la brutalité de son métier, à la fatalité parfois de son métier. Et en l'occurrence, quand il a eu son grave accident, il a Ok. eu quand même Mhm. plus de 100 fractures du bassin au pied. On était en vacances, c'était au mois de juillet, on était en vacances en Normandie, et il a fallu rentrer de vacances parce qu'il fallait le voir à l'hôpital. Et pour nous, c'était hyper abstrait, quoi. On se disait, Mhm. ouais, on rentre. Bon, enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si on était hyper naïve ou si c'était. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'essaie de reproduire avec mes enfants, c'est de les garder innocents le plus longtemps possible parce que je crois que c'est génial, quoi. Mhm. Ça nous enlève plein de problèmes de la tête. Enfin, on vit notre vie d'enfant, quoi. Et je crois que nous, on a Mhm. eu cette chance-là. Et je crois que c'est aussi grâce à ça et à cette philosophie de vie de là, de mon père, pardon, que on protège l'enfance, quoi. Un enfant, c'est un enfant. Il n'a pas besoin d'être au courant de choses d'adultes. Il a pas besoin. Et donc, nous, c'était abstrait. On rentrait. On ne demandait pas vraiment d'explications non plus. Mhm. C'était un peu aussi à l'anglaise, never complain, never explain. On avait été élevé un peu là-dedans. Et, et c'était pas, enfin, je veux dire, on n'en faisait pas cas, quoi. Voilà. On Ok. parlait pas énormément. C'est vrai que aujourd'hui, on est beaucoup plus axé sur la communication avec les enfants. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mon fils, mon grand. Ma petite est encore un peu petite, mais j'essaye de beaucoup parler, communiquer. Et puis au final, il y a des moments où je me dis, bon, attends, tout ne s'explique pas dans la vie, on peut pas mettre des mots sur tout, on peut pas. Et je crois que lui, il avait beaucoup ce truc-là qui nous a servi dans la mesure où on était protégés, finalement. En fait, c'est rien d'autre que de protéger son prochain, de pas trop lui en dire, on le préserve le Mhm. plus longtemps possible. Mhm. Et je crois que lui, il a fait ça. C'est Et donc voilà, bref. pour vous permettre aussi de trouver votre propre chemin, votre propre voie, ne pas être influencé, Exactement, c'est... Ouais. Mhm. exactement. Ouais, je crois que ça, c'est quelque chose que
oui, qu'il a très bien fait, ma maman aussi, et que pour le coup, j'essaie de faire aussi avec mes enfants, c'est qu'on on ne crée pas des enfants pour qu'ils soient comme nous. Il faut les laisser grandir avec leur personnalité, avec enfin ouais, leur être intime. Et donc on les laisse grandir. Et ouais, ça a été un peu ça. Nous, il nous a toujours voulu qu'on se débrouille par nous-mêmes, qu'on apprenne. Quand je suis rentrée dans le monde du sport automobile, qui était quand même le sien, tout le monde me disait ah c'est génial, ton père qui va te coacher. Mon père, il est venu sur 5 courses sur les je sais pas, centaines que j'ai faites. Il est vraiment très peu venu et puis c'était pas lui qui me donnait le plus de conseils. Il estimait toujours que ceux qui étaient dans le truc à ce moment-là, avec ce qu'était le sport automobile à ce moment-là, qu'il était déjà presque plus le sien. Et puis c'était différent parce que lui c'était de la F1, c'était pas. Enfin bref, donc il estimait qu'il y avait toujours des gens qui seraient plus à même de Hmm. nous apprendre, enfin de m'apprendre en l'occurrence, il s'agissait de moi, de m'inculquer ces trucs-là. Il nous a appris beaucoup de choses dans le sport. Il nous a appris la compétition, le sens de la compétition. C'est lui qui nous apprenait à jouer au tennis, mais il est quand même pas très pédagogue. Donc au final, je crois que c'est parce qu'il se rendait compte qu'on se faisait quand même beaucoup engueuler quand il nous apprenait des trucs, la moto, le tennis et tout ça. Là, c'était qu'est-ce qu'on se faisait engueuler. Moi, je pense qu'en fait, au-delà de pas le faire instinctivement, il ne sait pas vraiment le faire non plus. Donc, Et tu le reconnais aujourd'hui avec du recul, parce qu'on on va pas parler de ton papa tout du long, mais c'est juste pour comprendre ce que t'ont transmis tes parents d'ailleurs, parce que il y a un couple aussi, il n'y a pas juste une personne, il y a un couple. Mais ton papa, lui, si tu devais lui donner lui reconnaître deux, trois valeurs, tu vois, de grande force, en tant qu'être, hein, pas en tant que pilote ou en tant qu'entrepreneur ou autre, mais c'est l'homme, qu'est-ce que tu trouves vraiment remarquable chez lui? le premier truc qui me viendra à l'esprit, c'est le sens de la famille, je crois. Hmm. De toujours privilégier sa famille, Hmm. on- ouais, c'est une personne qui est très généreuse, même s'il parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de communication chez nous, mais il y avait de l'amour, il y avait de Hmm. l'attention, et je crois que c'est ça, ouais, je dirais le sens de la famille. Il avait une grande famille, même si on se voyait pas beaucoup, on était, ouais, aujourd'hui c'est vrai qu'en plus on se voit plus beaucoup avec mes cousins et Hmm. tout, mais quand même, lui, il a ça, quoi. Il a eu ma sœur et moi, puis il a eu, dans un second mariage, trois petits frères et sœurs que j'ai, qui ont 25 et 23, parce il y a des jumeaux. Mhm. Et on a passé toujours beaucoup de temps ensemble. C'est fédéré, en fait. Voilà. Fédérateur, ok. Hmm. Ouais, tout à fait. C'est une des qualités peut-être Je dirais aussi ça. dans ce monde où il faut quand même savoir créer des projets qui sont ambitieux et très gourmands financièrement. Donc forcément, il faut fédérer, j'imagine, tout un collectif Oui, autour de ce projet-là. Est-ce exactement. que, justement, donc parmi ces trois éléments que j'ai pu noter, tu vois, la générosité, le sens de la famille et puis le côté fédérateur, est-ce que toi, il y a eu cette transmission pour toi à ton niveau? Parce que quand tu t'es présenté tout à l'heure et que tu parlais de tes enfants, bon, le sens de la famille, on l'a bien senti. Euh, Ouais. le côté taiseux, peut-être un peu moins, mais le Ouais, côté non, alors là, fédérateur. pas du tout. Tes œufs, pas du Ouais. tout. Là, mais oui, un peu par opposition aussi, parce que, encore une fois, Ouais. on cherche pas à être comme. Enfin, je pense qu'un enfant Mhm. cherche un peu à être comme ses parents, là où un bon parent, je pense, cherche à ce que son enfant ne soit pas forcément comme lui. Mais l'enfant, lui, il le sait pas encore. Enfin, moi, je le comprends maintenant parce que je suis adulte et que j'ai vécu et que, en plus, j'aime bien, ça m'intéresse toujours, j'aime bien la psychologie. Et donc, Mhm. mais donc, ouais, par conséquent, je parle et j'exprime beaucoup plus que lui, mais j'apprends quand même avec le temps. Je dirais que quand j'étais jeune, j'étais un peu effrontée, je disais ce que je pense, je voulais aller au bout de mes idées, etc. Et avec le recul, l'expérience et tout, je comprends pourquoi lui était comme ça, un peu taiseux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments dans ma vie où je me dis qu'il faut prendre du recul, avoir un peu de détachement. Et il y a un autre truc tout con, qui nous a inculqué, qui est de pas se mêler des affaires des autres, de chacun à Mhm. sa vie. On vit pas avec les gens, donc on n'a pas besoin de critiquer leur manière d'être ou pas, puisqu'on ne vit pas avec eux, ça nous impacte pas. Donc, au final, c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait s'apparenter à de la bienveillance Mhm. et qui est en fait un détachement, je dirais. Il y a de la bienveillance, bien sûr, mais c'est aussi un détachement de savoir faire la part des choses et pas s'encombrer avec du négatif, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi aussi. Ouais. C'est Et dans ce donc, ce milieu que côté tu. fédérateur où on est positif, où, par Mhm. exemple, dans une équipe comme nous, Ouais. ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble à Canal, et dans toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai fait pendant 11 ans, 11 saisons, une émission aussi que je présentais sur AB Moteur à l'époque, où on avait une équipe. Je dirais que
Ça, j'ai toujours eu ce sentiment-là et je pense que j'aurais pas pu travailler autrement. Quand je dis, c'est pas vraiment fédérateur, mais en tout cas de comprendre la mécanique d'un groupe. On est tous différents, on a tous des parcours différents, on a tous des vies différentes, chacun ses problèmes avec des humeurs parfois qui changent. Et on passe du temps, beaucoup de temps ensemble, les voyages, les dîners, on passe notre vie ensemble. Parfois, on voit plus les gens avec qui on travaille pendant des semaines que notre propre famille. J'exagère un peu, mais on passe du temps, quoi. À peine. Donc il faut savoir Mhm. travailler avec les gens, et ça veut dire aussi, il y a de la bienveillance, il y a de la compréhension, et il y a aussi pas d'intrusivité, quoi. Mhm. Ah Mhm. oui, lui, il est chiant, il est comme ça, il est comme, je sais pas, je dis n'importe quoi, il est toujours en retard, j'en ai ras le cul. Oui, il faut que ça reste en osmose, le groupe, mais pour que ça dure, il faut quand même atténuer, apaiser, aplanir les choses, soit se parler, soit pas s'arrêter sur des détails qui ne servent à rien. Et encore une fois, ce sont des gens avec qui on ne vit pas, donc on n'a pas besoin de les changer. Mais c'est savoir vivre en groupe, quoi. Que je trouve, et je crois que c'est quelque chose que mon père et ma mère aussi, qui est extraordinaire là-dedans, dans les relations humaines. C'est quelqu'un de très doux, ma maman, qui est attentionnée, attentive et tout. C'est agréable, en fait. C'est plus simple. La vie est tellement plus simple comme ça quand on est sympa, quand on est gentil, quand on est poli. Et donc, quand on s'entoure de gens comme ça se passe toujours bien. Et le but, c'est que ça se passe bien, quoi. Je suis pas quelqu'un je n'aime pas le conflit. Ça me dérange, quoi. J'aime pas les oppositions. J'aime affirmer mes idées. S'il y a quelqu'un de péché, je lui dis. Par contre, je suis pas lisse pour autant. Mais, mais j'aime que les choses se passent bien. Et si à un moment donné, il vaut mieux répondre par un sourire que par une insulte, je le fais. Voilà. Mhm. En gros. Comme quoi on peut être un taiseux et communiquer par un Oui, sourire. c'est vrai. Exact. Tu Oui, tout reviens un à petit fait, peu. Lisa. C'est tellement facile. Je me dis toujours, tu sais, parfois, tu as des gens qui sont un peu comme ça, un peu timides, un peu machin, qui disent pas bonjour. Je me dis toujours, il n'y a rien de plus facile que d'être gentil et souriant, quoi. Mhm. Je trouve que c'est presque Mhm. la facilité, quand même. Et même parfois, on peut être taxé de lâche parce qu'on préfère rien dire et sourire, mais c'est pas de la lâcheté, en fait, c'est de la facilité ouais, à vivre, quoi. C'est plus simple. Mais c'est quand même, la simplicité, c'est agréable parfois. Ouais, bah écoute, tu nous apportes des belles recettes là. J'aime beaucoup la notion de durabilité, tu vois, pour durer. Et ça, c'est un bel Ouais, enseignement que tu nous partages déjà, même si on est déjà revenu dans le ça, c'est un présent. truc que j'ai vraiment appris Mais avec le temps, ouais, ouais. ouais. C'est comme ça que ça marche. Et puis, on travaille mieux en équipe, quoi. Je veux dire, si on se pousse les uns, quand on veut tirer la couverture à soi, ça marche jamais. Il y a pas de miracle, quoi. Ça marche un temps, ou alors oui, enfin, je sais pas, il y a des gens dans mon métier, notamment, qui sont beaucoup comme ça, hein. Hein. Et au final, j'aurais peut-être jamais leur carrière, mais ouais, je sais pas. Ah. Je me questionne pas trop là-dessus. Je sais comment je suis et j'ai jamais être comme ça et ça changera pas. T'interdis pas de te questionner un petit peu avec ici, hein, avec nos auditeurs. C'est toujours appréciable de faire des choses comme ça de façon assez improvisée. Et finalement, bah, c'est en discutant, en parlant, se questionnant que Oui, bah, des fois, ah bah tiens, finalement, ça me donne une idée, je vais peut-être faire ça, tiens. Est-ce que, enfin, tu parles beaucoup finalement de, de relationnel, travail managérial ou d'équipe, peu importe les termes, mais cette notion de psychologie, tu l'as dit tout à l'heure, c'est voilà, quelque chose pour lequel tu as de l'attrait, ça t'est venu pendant des études, ça t'est venu à quelle période, cette envie tu vois, de comprendre un petit peu soi-même, comprendre les autres, les relations, je, très naturellement? je- ouais, je sais pas trop, j'avoue. Je sais pas s'il y a eu un déclic, ou si j'ai toujours été. En fait, en plus j'ai un problème, c'est que je me souviens tellement pas de comment j'étais adolescente et tout. Non, mais c'est fou. Je te jure, il y a des moments où T'es- je me dis, mais attends, mais c'est dingue ou quoi? Tu te Ouais. souviens pas? Je saurais pas me décrire à 15 ans, par exemple. Je sais pas quel genre de personne. Parfois, ça m'arrive, j'ai des copines encore de cette époque-là, des copains, et ça peut m'arriver d'essayer d'en savoir un peu plus parce que j'ai pas de souvenir de ça. Je crois que Et si je sais pas, c'est rangé dans une très case. simplement, si je pose la question à ta sœur ou tes amis de l'époque, est-ce qu'ils diraient c'est globalement la même personne, elle n'a pas vraiment changé, ou non, elle a quand même vachement changé. Alors bien, en bien évidemment, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu t'es révélé du coup, bah, l'adolescente que tu étais n'est pas la même aujourd'hui, tu sais ça ou pas vraiment? Oui, je pense quand même. Je pense qu'il y a eu quand même un petit switch. J'étais quand même assez rebelle, Hmm. assez envers et contre tout, assez effrontée. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai une part de moi qui l'est encore. Heureusement d'ailleurs, ça voudrait dire que sinon Hmm. j'aurais deux personnalités. Non, il y a une continuité. C'est juste que j'ai mûri, j'ai appris, j'ai pris du recul. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait, ah, elle s'est quand même calmée.
Pour des détails dans la vie de tous les jours. Parfois, je peux aussi. Ça, c'est horrible parce que je crois que je l'ai hérité de mon père. Enfin, en tout cas, je constate qu'il est vraiment, par rapport à ma mère, qui est si douce et tout. Mon père, tiens, il peut être colérique, quoi. Il peut gueuler comme un dingue parfois. Et je me rends compte que je suis comme ça, moi, avec les enfants. De temps en temps, j'ai des crises où je. Et par contre, pour un truc hyper grave, je vais rien dire et je vais essayer justement de comprendre, d'avoir de la compassion. Je suis un. Je sais pas, je suis assez difficile à. Peut-être que je dois être assez difficile à cerner pour les gens qui me connaissent pas. Parce que j'ai ce côté si détendu, si. Facile à vivre et à la fois je peux être hyper dure et exigeante dans la vie. Je suis très exigeante avec moi-même et je dirais pas les gens qui m'entourent parce que je suis tolérante, mais ouais, je dirais ouais ouais, je suis demandante quoi. Ouais, je suis un peu exigeante, mais je sais pas, je suis deux trucs en même temps, c'est bizarre. Mais, mais je dirais que Dr. en fait Jekyll, Mr. Hyde, la vie attention. non, mais la vie m'a appris. Les gens, quand ils me voient, par exemple au boulot, quand ils me voient m'énerver, ils me disent c'est dingue, je te vois jamais t'énerver. Moi, je me dis, mais putain, dans la vie de tous les jours, au Tu quotidien, il y a savais. tellement de moments où je m'énerve. Oui, mais, mais au final, oui, je joue pas de jeu, quoi. C'est juste qu'il y a des moments où j'ai beaucoup de recul, de détachement, et des moments où je suis un peu sanguine et impulsive. Mais par définition, j'évolue vachement plus vers ce tranquille Hmm. et réfléchi. Ouais, ouais, ouais. Il y a un chien à la maison, mettre des baskets, aller courir, ça fait du bien aussi, tout Oui, ça, ça. ouais, exactement. Il y a des moments de tension dans la vie, plus que d'autres. Mais ouais, ouais. Je suis sous tension permanente, mais je prends du recul quand il faut. Ouais. Tu, Voilà. tu reviens un petit peu, tu parlais d'équitation, parce que toi, ton premier amour sportif, si je peux le dire comme ça, c'était l'équitation. Ça Ouais. s'est fait comment, très très tôt, ou à quel âge tu as découvert cette discipline? Je crois que j'ai découvert ça en Angleterre. Nos copines montaient beaucoup Ouais. à cheval. Là-bas, c'est un sport hyper Uhum. populaire en Angleterre. Et donc, on a commencé à aimer ça là-bas. Et quand on est rentré en France, ma grand-mère avait une maison en Seine-et-Marne. Et pas loin de chez elle, il y avait un club, enfin c'était pas vraiment un club d'ailleurs, c'était une dame qui avait des écuries avec des chevaux et qui nous a proposé de monter chez elle. Je sais pas exactement comment s'est fait le truc, mais on montait chez elle, donc on allait tous les week-ends passer du temps chez ma grand-mère et on montait à cheval. Et voilà, au fil du temps, on a commencé à faire de la compétition. Du poney, on est passé au cheval, du cheval pas à nous, on est passé au cheval à nous, et puis on a commencé à partir en concours, à acheter un van pour transporter les chevaux. Mes parents Hmm. se sont tapés des dimanches sous la pluie à 7 heures du matin pour l'épreuve qui commençait à 8 heures. On a le numéro 4 et on fait une barre tout de suite. Et donc, la journée est morte. Enfin, ils ont bien bavé, je pense, mais ils nous ont vraiment accompagnés. Et là-dessus, on leur doit beaucoup parce que c'est à la fois, ils ont eu envie qu'on se découvre nous-mêmes, mais à la fois, ils nous ont donné les moyens de nous découvrir. C'est-à-dire que dans ce sport-là, ils nous ont accompagnés. Ils sont allés au bout du truc, quoi. C'est quand même un sport chiant, un sport qui coûte de l'argent. Mais ça restait, je pense, d'abord une passion et puis une super occupation. Toute notre adolescence, notre jeunesse a été, euh, a été motivée par ce sport. Donc, enfin, Hmm. ça veut Hmm. dire que bah, plutôt que de rester à Paris enfermé dans notre chambre, on n'habitait pas à Paris d'ailleurs, mais bref, à la maison, enfermé dans notre chambre, ou aller voir les copains, aller sortir, les machins, on était aux écuries, on s'occupait de nos chevaux, on avait une vie sociale hein, quand même, puisqu'on avait des copains et on sortait avec eux dans les trucs de chevaux, quoi. Mais c'était presque un peu plus sain, on va dire, dans notre jeunesse. Et puis quand on a une passion qui nous anime, on a aussi ça qui nous occupe vachement l'esprit, et donc on a moins l'esprit, la tête à faire des conneries. Bon, j'en ai fait quand même, mais, mais je veux dire, c'est bien, quoi. Le sport, je pense, pour les jeunes, c'est extraordinaire. Enfin, encore une fois, moi, je souhaite vraiment que mes enfants, si c'est pas une passion, et au moins quelque chose qui les motive Ouais. le matin Hmm. quand ils se réveillent. Si là, mon fils, en ce moment, il est passionné par le foot. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que de me dire que le matin, il se lève, il a à peine fini son petit déjeuner, qu'il veut déjà faire des jongles, qu'il veut déjà taper des bas, des buts et tout. Et je trouve ça génial parce que ça nous occupe l'esprit et c'est hyper sain. On décroche, on se lève pour quelque chose. Voilà, ça nous Hmm. anime, c'est bien.
Ah, la passion, la passion. Alors, Ah effectivement, ouais, avec le c'est bien. sport, par rapport à l'état d'esprit que tu mets derrière tout ça, ça devient sérieux, en fait, parce que, excuse-moi de dire comme ça, mais tu sais, dans l'esprit de beaucoup de gens, l'équitation, d'ailleurs, on dit faire du cheval, tu vois, c'est même pas l'équitation, c'est une Oui, 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 passion, c'est c'est un vrai. Ouais. passe-temps, comme tu l'as dit, un Mais c'est passe-temps du qui demande sport, beaucoup de oui, temps. Et alors, comme voilà, l'automobile. et Ouais. voilà. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, alors, j'ai la chance d'interviewer des sportifs qui font des sports, tu vois, pour les dans l'esprit des gens, c'est pas un sport, tu vois, du badminton, c'est pas un sport. Ah bon, il y a du sport, c'est aux Jeux Olympiques, je savais même pas, c'est sport de plage, tu Ouais, sais. Et l'équitation, c'est un sport. Mais oui, c'est un vrai sport. Mais pour toi, pour le coup, ça devient une vraie discipline très sérieuse, avec la compétition à partir de quel moment? À partir du moment où on a fait de la compète, je crois. Donc, je devais Ouais. avoir peut-être 12 ans, un truc comme ça, je pense. Mhm. Mes premiers concours à poney et tout ça. Et oui, à partir du moment où il y a eu, où la compétition rentre en jeu, il y a le résultat qui compte, où il y a où on vit avec la compétitivité, c'est-à-dire apprendre à perdre, savoir gagner. C'est des trucs qui nous ont, ouais, qui nous aident, quoi qu'il arrive, dans la vie. Ça anime plus le sport. C'est pour ça que j'ai toujours été très compétitive, parce que c'est quand même plus rigolo de gagner quelque chose que de monter pour rien, quoi. Je montais pas pour me balader, et donc, ouais, c'est rentré assez vite dans ma vie, la compétition. Et d'ailleurs, la bascule que j'ai faite dans l'automobile, elle était parce que il y avait moins de compétition en équitation, parce que c'était dur. J'étais arrivée à un niveau où c'était bien d'avoir plusieurs chevaux. Moi, j'en avais qu'un, et je me disais, ah, je voyais bien que je galérais, quoi, par rapport à des filles de mon niveau que je croisais au championnat de France, des trucs comme ça, qui avaient deux ou trois cartouches. Moi, j'en avais qu'une. Bon, bah, comme je disais tout à l'heure, si on arrive et qu'on fait une faute sur le premier obstacle, bah, la journée est Mhm. terminée. Et si on a une deuxième cartouche, on peut se rattraper, une troisième encore plus. Et donc, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de mon niveau, en fait, de plafonner un peu, on va dire, et de me rendre compte que si je voulais vraiment faire de ma vie, enfin, faire de ma vie Mhm. ce métier de ma vie, Mhm. il aurait fallu encore plus d'implication et essayer de gagner ma vie dedans. Alors, c'était compliqué, et la bascule vers l'automobile s'est faite vraiment pile au bon moment, quoi. C'est T'as marrant. fait quand même Et la plus vie de est 10 bien années faite. Ah oui, 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 ah d'équitation. non, j'étais à C'est. fond, ah ouais, je faisais que ça, hein. Je Ouais. dormais aux écuries, j'avais un petit copain qui était cavalier professionnel, je le suivais partout sur les grands prix, enfin sur les concours. Ouais. Je vivais, je mangeais, je dormais cheval, quoi. Il y avait que ça qui me plaisait, c'était extraordinaire. Et puis c'est des vies aussi qui me plaisaient beaucoup, parce que c'est des vies de voyage. On partait beaucoup, on part sur les concours, on est toujours avec plein de gens. Il y a des animaux, des chiens, des trucs. Il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, plus la Mhm. compétition, et il y a du voyage. Enfin, c'est tout ce qui me plaisait, et que je retrouve aujourd'hui dans mon métier, d'ailleurs, parce qu'au final, ça reste de la compétition. Maintenant, je le pratique moins, mais du temps où je pilotais, c'était ça, quoi. C'était partir chaque week-end. Enfin, rien ne se ressemblait jamais. Alors, je suis désolé C'était pas des semaines typiques, quoi. je te freine beaucoup, hein, parce que t'es une fonceuse aussi, on pourrait le dire quand même, hein, Oui, non, mais mais tu vois, je te freine par rapport au fait que on va très vite parler forcément oui. d'automobile, de pilotage, et après sur ta carrière professionnelle en tant que journaliste. Mais je reste un petit peu, tu vois, c'est pour euh, on pourrait se dire qu'en fait l'équitation c'était un passe-temps, et puis d'un seul coup t'entames une nouvelle carrière. Mais non, faut bien se rendre compte que cet univers équin a représenté énormément pour toi. Ah ouais, D'ailleurs, ouais. est-ce qu'à côté tu faisais des études, t'as arrêté pour ce sport? Comment ça s'est passé? Non, je faisais pas d'études, mais par contre, ouais, bon, j'ai passé mon bac, que j'ai eu miraculeusement. Fallait voir Je dois le ça. reconnaître. Non, mais je Ouais. te jure, je te raconte juste l'anecdote de quand même, je suis au rattrapage. Donc, quand je te dis que j'étais à la limite, j'étais vraiment à la limite. J'étais au rattrapage, et je fais quoi? Je rattrape la philo, puisque j'étais en bac L, donc c'était un coef 7, et Ah. l'histoire géo, je crois. Et en histoire géo, j'arrive, je fais un hors-sujet. C'est-à-dire qu'on me dit qu'il faut que je parle de n'importe quoi, du développement en Asie, j'ai aucune idée de quoi, et je parle d'un truc tout autre. Je me gourre, enfin, je prends l'autre truc voilà, qui n'était pas le sujet, quoi. Et je suis avec le prof, enfin, qui me faisait passer l'examen, donc c'était un oral, le rattrapage, et le mec se rend compte que je fais un hors-sujet, il me le dit gentiment, et il était génial, le mec. Et là, je me rends compte de la bourde, et on finit par parler encore une fois, les relations humaines et tout.
et on parle de plein de choses et je lui raconte ma vie. Bon, enfin, je sais plus, mais on part sur un truc qui n'a rien à voir avec qui est alors pour le coup doublement hors sujet. Je suis déjà pas dans le sujet, et là on partait sur le jeu. Et on finit par discuter. Et ce mec-là me met la moyenne. Et grâce à ça, j'ai mon bac. C'est vrai que je dis que je l'ai eu par miracle parce que vraiment, j'aurais pas dû l'avoir. J'avais une copine, en plus, une de mes meilleures copines à l'époque, qui bossait comme une dingue, et qui avait redoublé 2 fois et tout, et qui l'a pas eu. Et je me disais, mais elle Non. mérite tellement plus de l'avoir que moi. Et donc, j'ai eu du bol, quoi. Et donc, je n'ai pas fait d'études après ça parce que je me suis inscrite en fac de lettres et langues. J'étais pas très motivée déjà pour y Ouais. aller. Et puis, en plus, mon rectorat m'envoyait à Vitaneuse et j'habitais à côté de Garches, à Garches Ouais. d'ailleurs, à côté de Saint-Cloud. Et donc, je sais pas, c'était trop loin, ça me faisait chier. Et puis, je montais déjà beaucoup à cheval à l'époque. Et c'est Mhm. aussi le moment où j'ai rencontré le cavalier avec qui j'ai passé quelques temps de ma vie à ce moment-là et qui était cavalier professionnel. Et donc, c'est aussi, en fait, mes parents se sont dit, bon, finalement, elle fait pas d'études, mais c'est une belle école que de voyager, que Mhm. d'apprendre. Il était chilien, lui, enfin, il est toujours chilien, et donc j'apprenais l'espagnol. J'étais dans une écurie, il y avait beaucoup de Sud-Américains, des Vénézuéliens, des Argentins et tout, et donc j'apprenais beaucoup cette langue-là. Ça m'a permis de devenir trilingue grâce à ça, et je voyageais, je partais en concours. Enfin, je faisais pas rien de ma vie, et donc c'était aussi une école, une autre école de la vie, quoi. Et donc mes Mhm. parents estimaient que c'était intéressant aussi, donc ils m'ont laissé l'opportunité de d'abord en une année sabbatique après le bac et qui s'est transformé finalement en vouloir bosser dans l'équitation et voilà, on se débrouillait comme ça. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui ont compris ça et qui m'ont laissé avoir cette autre école de la vie, quoi. Et- Ben écoute, je pense qu'il y a plein de parents qui aimeraient que leur enfant sorte un petit peu des fois, tu vois, des schémas un petit peu traditionnels, non pas Oui, oui, pour oui. contester un système, tu vois, mais pour se dire, putain, mais ouvre tes œillères, va voir d'autres gens, sors un petit peu du cadre, va découvrir d'autres civilisations, que sais-je encore. Et, Oui, exactement. Voyager. Je non, partais au Chili tous les ans pendant un mois à Noël. C'était ouais, aussi une super expérience. J'ai visité l'Argentine, le Chili. J'ai pas fait le désert d'Atacama, mais j'ai fait tout le sud, les volcans, j'ai fait je cherche le nom, pardon, les glaciers, je sais pas. Donc ouais, je voyageais, je voyais du pays, quoi. Et ouais. c'est très, les voyages forment la jeunesse, comme on dit, et ça m'a servi. Ouais. C'est-à-dire d'ailleurs, c'était une question que je m'étais notée, tu vois, pour l'échange qu'on a entre les deux, puisque bon, effectivement, déjà aujourd'hui, tu voyages, encore aujourd'hui, tu voyages beaucoup. Euh, En fait, on entend tellement, c'est tellement tarte à la crème de dire ça, mais toi qui l'as vécu déjà de façon naturelle, hein, et puis après par l'aspect professionnel, mais ouais, voyager c'est la santé, mais toi concrètement, tu vois, moi je le dis parce que c'est ce que j'entends et je voyage trop peu par rapport à ce que toi tu peux me partager d'ailleurs. Qu'est-ce que ça t'a apporté? La question elle est basique comme ça, mais ça s'entend, il y a qu'à t'entendre pour comprendre tout ça finalement et en tout cas le ressentir. Mais si tu devais mettre des mots dessus, le fait d'être trilingue, le fait de voyager, de rencontrer d'autres personnes, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors oui, tu l'as dit tout à l'heure, hein, finalement la psychologie de groupe, comprendre les autres, prendre Ouais. un peu de recul. Alors je fais pas la réponse, c'est pas l'idée, c'est pas ça, mais euh, qu'est-ce que tu as un gamin qui est en face de toi, qui a 18 ans, qui vient d'avoir son bac, qui sait pas quoi faire de la vie, etc. Et tu lui dis spontanément, ben, fais une année sabbatique, va voyager, il va dire, mais non, j'avais de la vie, puis les parents non plus d'ailleurs. Oui, et puis il faut aussi pouvoir le faire financièrement. C'est pas forcément évident et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut partir faire des destinations en sac à dos Ouais, qui sont ouais. pas trop onéreuses. Mais ouais, je crois que j'ai toujours aimé ça parce que j'ai toujours eu l'impression. En fait, je me dis, il faut découvrir, il faut voir du pays, il faut voir des gens, il faut. Plus on en fait, finalement, plus on apprend, plus on s'enrichit, plus on est bon dans ce qu'on fait parce qu'on a des références, on a des anecdotes, on a des choses à raconter, on a vu des choses. Enfin, je, ça me paraît incontournable quoi, de voyager, de voir du pays, de voir le monde, voir les autres cultures. C'est tellement enrichissant, c'est tellement intéressant d'échanger avec des gens. Je dis pas que je vais dans toutes les auberges de jeunesse découvrir tous les, Hmm. mais ne serait-ce que partir, euh, pas bien parler une langue, faire l'effort de comprendre la communication entre les êtres. Finalement, parfois la barrière de la langue n'en est pas une. Enfin, je le conseillerais à qui peut et en a envie d'aller explorer le monde pour en savoir plus en fait. Et plus on en sait, plus on s'enrichit et plus enfin, plus c'est agréable, quoi, je trouve. Ça nous sert dans tout. Enfin, moi, je me rends compte du nombre de fois où je rencontre des gens,
t'as une anecdote à raconter qui se fait penser à une autre, qui fait que tu te dis, mais putain, mais tout ça, je pourrais pas le raconter si j'avais pas vécu toutes ces choses-là. Mhm. Mhm. Et c'est hyper nourrissant, quoi, d'avoir des choses à raconter, d'avoir des choses à dire, d'avoir des comparaisons, d'avoir des références, ça alimente les conversations. Quand tu rencontres du monde, t'as toujours des trucs à dire, t'es pas là d'avoir rien à raconter. Enfin, ça, c'est un autre truc j'écris, je fais des trucs, j'écris un peu pour mes enfants, des petits trucs que j'aimerais Mhm. pour pas oublier ce que j'aimerais leur inculquer au moment où ils le comprendront. Et ça en fait partie. C'est allez voir le monde, faites le plus de choses possible. Il y a des jeunes, je disais, j'ai pas mal de mails d'étudiants et tout qui soit demandent des petits conseils, soit me disent qu'ils veulent venir faire un stage ou voir le métier que je fais, etc. Ou qu'on fait tous. Et je leur dis toujours, mais il faut faire le plus de trucs possible. Prends tout ce que tu veux prendre, Moi, quand je suis rentrée dans ce milieu-là, sans même savoir que j'allais devenir un jour présentatrice ou journaliste et tout. Mais à l'époque, je me considérais comme consultante et je me disais, Mhm. mais plus tu fais de trucs, plus tu vas sur les courses automobiles, dans les salons automobiles, dans les rencontrer des gens, les constructeurs, les machins, plus tu connais de gens, plus tu as de relationnel, plus ça te sert dans ta vie pour créer du lien, faire des connexions, des passerelles. C'est jamais inutile, quoi. C'est jamais vain de faire quelque chose. Et il y a plein de moments où parfois j'ai la flemme de faire un truc, genre ça me gonfle d'aller faire une journée sur un circuit, je sais pas quoi. Et j'en reviens toujours enrichi de quelque chose, quoi. J'ai jamais l'impression d'avoir vécu une journée qui n'a servi à rien, quoi. Et c'est ça, en fait, que ça fait, c'est ça nous apprend, ça nous apprend. Voilà. C'est ça la synthèse. On apprend, on a toujours des trucs à apprendre toute la vie. Et donc, plus on fait de choses et plus on en voit, plus on apprend et plus on sait aussi quelque part, même si je sais qu'on ne sait jamais, comme dirait l'autre. Mais on apprend des choses qui nous servent, quoi. C'est utile. Et Mhm. apprendre, y a rien de plus génial, quoi. Ouais, alors du coup, tu te nourris de tout ça. Et un Oui. jour, qu'est-ce qui fait que le pilotage ou la voiture, l'automobile, le moteur, le je sais pas quoi, vient à toi, ou tu viens à cet univers, où c'est la rencontre des deux d'un seul coup, poum, une alchimie s'opère. Ah, ça a été, non, mais Et c'était ça. Ça a été vraiment clac. Un truc qui a été, la bascule a été radicale, quoi. Je suis passée d'un univers dont j'étais absolument folle et passionnée et dont je suis toujours folle, hein, l'équitation. Ma sœur et mon beau-frère ont des écuries. Et lui, il monte à cheval de manière professionnelle. C'est un cavalier professionnel. Il est allé au JO. J'espère qu'il ira à Paris l'année prochaine. Il a fait Tokyo, il a fait Rio. Enfin, donc c'est encore de la compétition, mais c'est encore du cheval. Je veux dire, j'ai encore un lien très fort avec le monde de l'équitation, enfin, ouais, du cheval. Je ne veux pas dire d'équitation, du cheval, quoi, l'animal. Et, et il pleut chez toi, quoi. ah, ça s'attend tant que Non. ça. Ouais. Ouais. Et oui, après la canicule du mois d'août, c'est la grosse tempête qu'inverse maintenant. Et donc, je suis encore taillée, bref, tout ça pour dire au monde du cheval. Mais malgré tout, il y a quand même une bascule dans ma vie qui était juste ce moment où je disais tout à l'heure que au niveau de la compétition, j'étais un peu frustrée, j'avais l'impression de plafonner un peu. Et à ce moment-là, c'est une super concordance de choses, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Max, ma mère, c'est l'organisateur du Trophée Andros, qui est un copain de mon père, l'appelle et lui dit: Ah, j'organise une compétition uniquement pour les femmes. Je veux qu'elle soit novice, qu'elle n'ait jamais eu de licence et tout. Fais venir tes filles. Et bon, mon père est un peu réfractaire. Nous, pourquoi pas? Enfin, on est un peu ouverte quoi, aux nouvelles expériences. Donc on y va. Je fais ce volant-là. Je ne le gagne pas, mais je suis seconde. Et Max arrive quand même à me goupiller un volant et tout. Et je finis par faire le trophée Andros. J'étais encore liée à l'excitation. Et j'ai commencé le trophée Andros en décembre, en 2022, n'importe quoi, 2003, en 2003 ou 2002, je sais plus, bref. Ouais. Et je fais tout ce trophée, donc décembre et janvier. Et à la fin du mois de janvier, je me dis, bon, bah, une nouvelle voie s'ouvre à moi. Je me passionne pour la compétition automobile. C'est-à-dire que je trouve génial le pilotage. Je me dis, mais comment je suis passée à côté de ça? Et donc, je vends ma jument, je vends mes affaires de cheval, je quitte ce milieu-là et je pars dans l'automobile. J'embrasse cette vie-là sans savoir du tout où je vais, mais en me disant que j'avais trouvé un autre truc qui me donnait beaucoup d'adrénaline et que j'adorais. Et j'ai la chance d'avoir rencontré aussi les bonnes personnes au bon moment. Max qui m'a présenté quelqu'un qui m'a présenté à une autre personne.
Saline Bouziane, qui me fait commencer en sport automobile sur circuit, sur asphalte, et qui me fait rouler dans une catégorie à l'époque qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle la Fun Cup. Je prends beaucoup d'expérience, je roule, je roule, je roule, je roule, c'est des courses d'endurance. Et là, enfin, je trouve ça génial. Très vite, je sais plus si c'est un magazine, je crois que c'est Automoto peut-être qui m'appelle, où il y a eu un magazine avant, je sais plus, mais enfin il y a Automoto qui me propose de faire des essais de voitures dans l'émission. Je connaissais même pas, enfin je me dis ouais trop cool, bien sûr, pas de problème, moi j'adore. Si je peux essayer une voiture sur un circuit, c'est chouette. Je le fais et puis ça se passe bien. Je suis pas mal à l'aise devant une caméra et tout, et de fil en aiguille, tout s'est fait très progressivement en fait, et très comme je trouve que alors. Enfin oui, si, je trouve ça génial que ça se passe comme ça. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, Hmm. que tout a été si évident, quoi, en fait. Évident. Alors après, bien sûr, j'avais de la chance. Hein. Je rentrais dans le milieu de mon père, donc j'avais le nom de mon père. J'avais, au-delà de son nom, qui était bien sûr important, je jouissais aussi de la bienveillance que les gens avaient pour lui et donc avaient pour moi. Et donc, je rentre dans un milieu où je vois que des gens qui me parlent de mon père en bien, ah, machin, t'es la fille de Jacques. Et donc, j'ai un accueil qui est super agréable, qui est enveloppant, quoi. Et donc, je trouve le milieu génial. Je découvre aussi en parallèle le monde de mon père que je connaissais finalement assez peu. Mhm. Et donc, je me dis que c'est génial de découvrir son milieu, de découvrir qui il était, la personne qu'il était dans son milieu professionnel, qui était jusqu'ici absent et abstrait pour nous. Mhm. Et donc, ça me fait découvrir plein de choses, ça me fait m'intéresser à sa carrière, comprendre qu'il avait fait de la F1, qu'il avait, bon, je savais, hein, mais je veux dire, c'était pas une référence pour moi, la Formule 1, et Mhm. ça l'est Mhm. devenu. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'ont bien entouré, d'avoir des super contacts qui m'ont permis de progresser, de prendre mon temps, de trouver ma voie aussi, parce que rentrer dans l'automobile, c'était pas une fin en soi, il fallait aussi après être pilote, le faire pas trop mal, puis la télé. Euh, et voilà, il n'y avait pas beaucoup de filles à l'époque, par chance. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, tu me diras non plus. Mais il y a eu encore moins à l'époque des filles qui pilotaient et qui passaient à la télé, quoi. Donc j'avais un statut assez singulier qui faisait Mhm. que j'intéressais et les télés parce qu'il n'y avait pas de filles qui couraient en sport automobile, et enfin il y en avait très peu, et le sport automobile, puisque j'avais une vitrine, quelque part, je pouvais faire un sujet à la télé de la voiture dans laquelle je roulais, donc c'était une vitrine, une image pour la marque de voiture ou de course qui faisait appel à moi. Donc c'était tout se recoupe, enfin tout était ouais, tout était bien, se recoupait. Ça, c'était un super début de carrière, quoi. Et puis après j'ai fait l'émission V6, donc c'était une émission automobile à l'époque qui a Et beaucoup quand tu évolué fais, depuis. tu dis, alors tout se fait naturellement, de façon progressive, donc on entend que ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment, mais il y a un moment donné où tu croises à la fois le métier de pilote et le métier de consultante, comme tu disais Ouais, tout à ouais. l'heure, parce qu'à défaut d'être vraiment une journaliste, en tout cas vu par toi, comment tu fais pour concilier un peu les deux? Ça se fait aussi naturellement parce qu'il y a un temps et puis des opportunités. Comment tu croises tout ça? Ouais, c'est en fait, tout est ouais, très progressif. Je fais Mhm. mes armes dans cette catégorie en Fun Cup. En même temps, je commence Automoto cette même année-là. Mhm. Puis Automoto fait qu'on me voit, donc j'ai un site internet qui fait appel à moi, qui me demande d'écrire des petits articles pour eux sur la F1, je crois, je me souviens plus bien à l'époque. Mais enfin, donc je commence à être un peu dans ce truc-là, la presse, les médias, on va dire. Et puis l'année ou 2 ans après, je sais plus, j'ai oublié, j'ai vieilli. Mais j'en disais à peu près 2 ans après, donc on continue à rouler, je continue à faire le Trofeo Rosse l'hiver, les courses l'été, des équipes d'autres Mhm. catégories m'appelaient pour faire une pige dans une course, donc ça me donnait encore un peu plus d'expérience. Je faisais aussi des petits essais pour le magazine sport. Ah non, c'est pour le magazine sport que j'écrivais. Bon, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, voilà, plus de médias s'intéressaient à moi et me faisaient travailler. Et jusqu'au moment où, 2 ans après, AB Moteur m'appelle pour présenter cette émission, donc V6, qui était à l'époque une hebdomadaire qui parlait d'automobile, mais pas particulièrement de sport automobile, mais c'est des essais de voiture. Donc pendant pas mal d'années et de semaines, je me suis tapé tout ce qui pouvait exister en voiture de série.
Donc, que ce soit du Fiat multiplat à la BMW M5, machin. Enfin, j'avais vraiment, le panel était très large, mais ça me faisait découvrir un large spectre de ce qu'était l'automobile à ce moment-là. Donc, La pire pareil, ça voiture enrichit. du monde, la plus moche du monde, t'arrives à le sortir. Enfin, je sais pas, les jeunes qui écoutent là, ils savent même pas ce que c'est qu'un Ouais, multiplat, c'est mais. vrai. Je pourrais leur dire la Velsatis, mais ils connaissent pas non plus. Mais ouais, c'était Ouais. un truc. Ah, Non. vous avez peur Mais de donc celle-ci quand j'essayais même, tout tellement. ce qui était le Doblo aussi. J'ai essayé le Doblo où on a chargé Ah ouais. du bois Ouais. dans le coffre. Enfin bref, on a Ouais. fait beaucoup de trucs. Et puis après, l'émission a un peu changé. On faisait plus de sport automobile. Donc j'ai essayé toutes les voitures de course Mhm. possibles et imaginables. Donc c'était hyper enrichissant parce que c'était vraiment, pour le coup, j'avais à la fois la connaissance de la voiture de série, donc de l'automobile. Donc je pouvais aller dans tous les salons automobiles et en parler. Donc Mhm. je sais Mhm. plus, la télé d'Orange m'avait appelé pour faire pour couvrir le salon de Paris ou le salon de Francfort, des trucs comme ça. Donc c'était plein d'expériences et au final l'émission que j'ai présentée, c'était presque ça le plus Ouais. pérenne parce que ça a duré 11 ans et parce que c'était une vraie émission quoi. C'était pas des petits coups à droite à Ouais. gauche, c'était Un une vraie travail, émission ouais. et ça Ouais. m'a appris à présenter une émission, à interviewer des gens. Ça m'a Mais appris attends, tu te mon souviens métier quoi. la première fois tu parlais d'Abbé qui te contacte, bah voilà, on a pensé à vous pour ça. Toi peut-être, alors je sais pas si tu as dit oui comme ça spontanément, tu vas nous répondre, mais je vais te poser la question autrement parce que souvent j'ai des sportifs de haut niveau qui me disent, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, le sentiment de ne pas être au bon endroit parce que je suis pas prêt, parce que c'est pas mon métier, j'ai pas le diplôme pour ça. Mais moi je sais, par expérience, que ce gars-là, cette fille-là, elle est faite pour ça. Donc je lui dis, va faire ta conférence, ça va super bien se passer, t'inquiète pas. Et puis tu vois, il dit, ouais, mais non, je peux pas faire parce que. Et puis alors même formé. Oui, mais j'ai pas encore fait une fois, il faut déjà que j'en fasse une petite pour après Ouais. faire une un peu plus grande, etc. Et tu vois, il y a plein de freins en fait. Je vais pas nommer, il se reconnaîtra, celui à qui je pense, mais tu vois, un gars extraordinaire, reconnu dans son sport, capitaine, enfin tout, qui a un super palmarès. Et je lui dis, tiens, vas-y, Banco, fais ta conférence. Et il est formé pour ça, il sait tout faire. Tu vois, il me dit, non, non, mais Cyril, j'y vais pas. Et 2 jours avant, tu vois, il y a un petit coup de peur. Mais surtout, le frein principal, c'est-à-dire en gros, euh, je vais pas être connu pour ça. Et si j'y vais, que je me plante, ça ira pas. Faut pas que je me plante. J'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. Parce que si ma première, je pense à toi pour ta première AB, tu vois, tu te plantes, je suis cramé à vie dans ce métier-là. Tu vois, la trouille au Ouais, mètre ouais, ouais. au maximum. Comment tu réagissais, toi? Pourquoi tu t'as dit oui ou comment tu t'y es pris, en tout cas, sur cette première? Ben, moi, j'ai pas eu ça parce que j'avais le Ouais. sentiment que c'était un. D'abord, j'ai fait un pilote, on m'a essayé, entre guillemets, donc ça te Mhm. permet quand même de savoir que si ça va pas, on te prend pas. Donc ça, Mhm. c'était. D'ailleurs, j'avais fait, je sais pas si c'était en même temps, non, c'était sûrement avant. Je crois que j'avais fait un essai pour pour être chroniqueuse dans Automoto ou Mhm. je crois pas que c'était présenté, il me semble pas, je me souviens plus bien, mais enfin je me souviens d'avoir passé un casting et de ne Ouais. pas avoir été Mhm. prise. Et donc je me disais là si on m'appelle et que après le pilote on prend, c'est que on trouve que ce que je fais c'est bien donc j'ai quand même ce truc là de pas aller là où je suis pas attendue quoi. Donc là en l'occurrence on m'appelle et on me propose ça et je me dis si on le fait c'est qu'on a confiance en moi Mhm. pour le Ouais. faire. Et j'ai très vite, d'abord, j'ai eu un super feeling avec toute cette équipe-là, qui a été un parcours génial pendant ces 11 années avec eux. Et donc, ça s'est Mhm. tout de suite très bien passé avec eux. Et comme c'était une émission enregistrée, finalement, j'avais entre guillemets droit à l'erreur, quoi. Ouais. Et il y Ouais. avait un autre truc qui était génial, c'est que on me prenait justement parce que je n'étais pas présentatrice et que j'étais pas formatée. Et c'est pas ce qu'on Eh voulait. On oui. voulait Eh quelqu'un oui. d'assez Mhm. spontané et qui savait de quoi elle parlait. Donc j'avais quand même ce truc-là qui était chouette, c'est que vous dites, je parle quand même de choses que je connais. Donc ça, c'est cool. Donc là-dessus, je suis pas une usurpatrice. Et Mhm. je fais un métier de présentatrice qui est pas non plus un truc de journaliste. Enfin, je veux dire, c'était pas la légitimité de la journaliste présentatrice. C'est encore Mhm. différent. Parce que tu as des Mhm. gens qui sont de très bons orateurs, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit, ils sont très, enfin, je dis pas que je suis du tout, hein. D'ailleurs, je suis plutôt pas terrible, mais donc, je veux dire, je me disais, Non, non, non. Je suis pas je suis pas d'accord. encore journaliste. Donc Ouais. juste présente et j'ai une Mhm. équipe autour de moi et on me met en confiance et puis si c'est pas bien, c'est pas grave, ça, on s'arrête et puis c'est tout quoi. Et Mhm. ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais je crois que je suis plus comme ça, mais je l'ai été. C'était vraiment, si ça marche pas, je ferai autre chose.
Bon, je le Ouais. pense encore, hein. De toute façon, qu'est-ce que c'est Hmm. la fatalité à un moment donné, on n'a pas le Hmm. choix. Et je me disais vraiment ça, quoi. Je me disais si donc ça m'enlevait beaucoup de pression. Tu vois, ma toute première émission de V6, j'y ai pensé. Ma toute première émission d'Eurosport à l'époque, c'était 5 ans plus tard, et c'était la première émission en direct, donc j'avais vraiment les foies et vraiment pas mal de pression et tout. Et j'avais toujours ce truc de relativiser. Si c'est pas bien et que t'as mal fait, tu fais autre, on te prend pas et tu vas faire autre chose, c'est pas grave. Donc c'est comme le besoin de se donner une porte de sortie pour relativiser en Ouais. fait. Et j'avais ça qui me Hmm. servait toujours, toujours. Et j'ai mis l'exemple, je sais pas si je te l'ai raconté l'autre fois ou si je l'ai fait dans la conférence, mais j'avais toujours cet exemple qui est horrible. J'ai honte. Mais à un moment donné en course, on m'invite pour faire un truc en Porsche et j'avais jamais roulé avec des pneus slick. Moi, la Fun Cup, c'était vraiment le truc basique. Et j'arrive dans Hmm. Porsche, c'était quand même un sacré niveau, c'était le championnat de France et tout. Alors j'étais en catégorie B, machin, mais quand même. Et j'arrive dans ce truc-là et je sais plus, je suis dans ma voiture et il y avait un pilote A là que je voyais passer en marchant et tout. Et c'était assez costaud, pour pas dire gros. Et je me disais, putain, mais si lui il y arrive, je suis obligée d'y arriver, quoi. Donc, enfin, c'est des trucs dont j'ai besoin pour me motiver, tu Ouais, vois. ouais, 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 Euh, ouais. j'ai un autre exemple, quand je suis allée, j'ai été invitée à faire une journée au GIGN. Génial. Et à un moment donné, Hmm. il faut sauter d'un pont à l'élastique, là. Et c'est un élastique rond, enfin bref, c'est pour matérialiser, concrétiser l'engagement. C'est-à-dire que si tu vas pas assez loin, ton élastique se tend pas, donc tu prends un à-coup. Alors que si tu vas loin, ton élastique se tend et tu prends pas d'à-coup. Donc il faut matérialiser l'engagement dans ton Ouais. saut. Bon, et pareil, et là je vois, il y avait deux nanas qui étaient plus âgées que moi. Tu vois, moi à l'époque j'avais peut-être 28 ou 30 ans, un truc comme ça, et mon âge, 40, un truc comme ça, donc c'était des vieilles pour moi. Et je les vois faire avant moi. Et je veux dire, je pense que j'aurais pas hésité parce que j'étais au GIGN, mais quand même, je me dis, c'était Hmm. impossible que je fasse pas ça alors qu'elles l'ont fait. Donc j'ai vraiment toujours des trucs comme ça pour relativiser et pour ces émissions de télé-là, c'était ça. Si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Ouais. De toute façon, là, sur Eurosport, le public, c'est tant de personnes, c'est pas non plus le JT de 20 heures. Enfin voilà, j'ai toujours besoin de relativiser pour me donner du courage. Ouais, ouais, j'adhère beaucoup à ce que tu dis. Alors pas forcément enfin, je dis par rapport à moi, ma façon de faire, hein, c'est pour apporter un autre regard. Se donner notre voix, moi j'ai vachement de mal avec ça, perso. Tu vois, de se dire bon bah si ça marche pas ça, il y a toujours une porte de sortie. C'est que t'es pas fait pour ça, tu feras autre chose. Moi c'est très très dur Ah oui, d'intégrer, tu vois, cette petite idée là dans ma tête. C'est contre éducatif, intuitif ou je ne sais quoi, c'est plus fort que moi. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vois, quand j'étais petit ou je ne sais quoi, une circonstance, un tu truc fais qui un t'a... truc, tu Oui, le fais à fond, il faut pas que tu te loupes, tu tellement. vois, et tu te lances parfait, machin. Voilà, soit parfait, c'est le driver, soit parfait. Donc ça, tu vois, c'est pas évident pour tout le monde. Ça, pour le coup, des personnes te diraient, mais t'es gentille, Marguerite, moi, ce que tu viens de me dire, je sais pas Ça me faire. Moi, parle ça, je pas. sais pas. Ça me parle pas, tu vois, c'est abstrait. Tu vois, comme toi, quand tu disais, Ouais, ouais, voilà, la Formule 1, moi, c'était abstrait, papa faisait ça, mais ok, c'est juste une idée comme ça, et ça voulait rien ça dire. Ouais, m'échappe ouais. complètement, tu vois. En revanche, tu vois, le deuxième truc que tu nous dis, et ça, pour le coup, je me reconnais vachement là-dedans, bah, tu vois faire des autres. Et puis tu vois un petit peu leur façon de faire, leur attitude, leur background, leur physique, etc. Enfin, un truc qui va te faire dire que finalement, moi, je pense que s'il sait faire, si elle Je sait vais y faire, il arriver. n'y a pas de raison que j'y arrive pas, quoi. Voilà. Donc s'il a Ce qui fait, veut rien dire pourquoi parce pas que c'est moi? débile. Eh oui, Je connais même pas la personne que je exactement. regarde. Ça se trouve, Mais c'est un bien sûr. champion toute catégorie, Et c'est mais ça, c'est c'est plus ça le truc. un moyen, un truc pour se rassurer en fait. C'est Et surtout c'est ça, ça. On a besoin de plus ça, tu vois. Et qu'autre c'est pas chose. rationnel. Ça, pour le coup, tu vois, Non, c'est pas un truc qui est pas rationnel. Et c'est ça que j'aime non, se dire du des tout. fois, les prises de décision, les démarrages, et puis toi, les réussites dans la vie, qui au démarrage sont pas des choses évidentes, bah, finalement, ça tient pas à grand chose, Ça c'est pas peut ne toujours pas être rationnel, rationnel du et tout. Ouais, vas-y, ouais. fonce, quoi. Et j'aime Ouais. beaucoup aussi l'exemple que tu donnes du GIGN, parce que ça me ramène à Aton, que j'ai podcasté il y a un petit moment maintenant, mais dans le repos de ma vie, et Aton, qui est un ancien du GIGN, hein, qui a écrit des bouquins, etc., qui fait maintenant un petit peu de cinéma. Enfin, j'espère qu'il en fera beaucoup d'ailleurs, parce que c'est son rêve à lui, son projet, c'est d'être acteur reconnu. Et sa technique à lui, c'est simplement de se dire, bon, bah, tiens, tu veux être pilote, tu veux être ceci ou cela, tu le visualises dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe l'échéance, tu visualises ça. Et, mais visualiser, hein, c'est dans ta tête. Et Mhm. tu vois le processus inverse. Tu dis, et tu vois les étapes que tu as menées dans ta tête pour arriver à ça.
Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est une prophétie inversée. Tu vois, tu dis, bah tiens, je me Ouais, c'est visualise et vrai. je vois tout ce que j'ai à faire pour faire. Non, c'est tu te visualises et tu y es et tu vois tout ce que tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et en fait, dans le cerveau, ça fait tout de suite ça fait pas les mêmes connexions. Et pour le coup, la dynamique de réalisation, la prophétie réalisatrice, elle se fait beaucoup plus facilement avec cette méthode-là. Alors, ça peut dire qu'elle va se faire, mais plus on le fait, comme Plus nous facilement. enseignait, Ouais. et plus, au plus ça va se réaliser. Il y a des chances que ça se réalise. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi ce que tu nous amènes toi par rapport à ton expérience, parce que là, pour le coup, je sais qu'il y a tellement de gens qui sont bloqués, tu vois, dans des postures qui sont pas toujours rationnelles non plus. Donc finalement, c'est pas des réponses rationnelles qu'il faut faire Non, parfois ouais, ouais. à ces blocages. Merci pour ça, en tout cas, Marguerite, parce que bah tu serais pas là où tu es aujourd'hui si tu n'avais pas eu aussi cette attitude et développé ces aptitudes. Donc toi, avec du recul aujourd'hui, là, donc, toutes ces années, alors, le voyage, il y en a toujours. Le journalisme, maintenant, on peut parler de journalisme. Allez, Soyons fous. ouais. Ah, ouais. Dans le milieu du journalisme. Encore tout à fait. Et qu'est-ce que finalement c'est là si on regarde maintenant avec là tu vois les 10 dernières années. Alors pour le coup c'est plus avec la petite équipe dont tu m'intéresses, c'est grosse équipe, grosse staff d'ailleurs chez Canal. Qu'est-ce que tu retiens de ces années? Puis peut-être le faire à l'envers, c'est comment tu t'arrives chez Canal et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et là on rentre dans un monde, une échelle peut-être un peu différente, avec une médiatisation encore plus Et forte, plus comment? d'influence. C'est quoi la bascule là? La bascule, c'est donc je fais 2 années chez Eurosport, donc c'est déjà une première expérience pour moi en télé, de la télé en direct, le talk show, donc c'était un plateau le Ah dimanche ouais, soir où on ah débriefait ouais. du Grand Prix qui avait eu lieu le dimanche avec des invités. Donc c'est un tout autre exercice, mais j'ai eu des gens encore une fois vraiment géniaux à Eurosport. Euh, c'est vraiment des gens qui ont jalonné mon parcours, dont je me souviens, qui m'ont marqué, qui m'ont aidé, et je constate quand même dans tout et beaucoup à Canal aussi, vachement de bienveillance, envie d'aider la personne à progresser. Et c'est hyper agréable et encore une fois, c'est Hmm. enveloppant, quoi. Ça vous aide à grandir dans un truc assez confortable et agréable. T'as envie de Euh, remercier une ou deux personnes au qui relève pas passage de challenge. dans ton Ah parcours? Tu vois, oui, tu on parles a de plein. bienveillance, de t'amener toi vers le succès. Ah ouais, oui, bah j'en ai cité deux pour le sport automobile qui sont Ouais. Max Mamers et Saline Gouziane, clairement. Après, chez Eurosport et en télé, j'ai des équipes de V6 avec qui j'ai travaillé, qui sont Gaël Bordier, qui sont Yannick Anafi, les deux réalisateurs avec qui j'ai fait d'ailleurs le documentaire Une pilote là, il y a 2 ans. Et après, chez Eurosport, c'était le rédacteur en chef qu'on avait, qui est Alexandre Vigneault, qui est un copain que je vois moins maintenant, malheureusement, on s'est un peu éloigné, mais qui a été la personne grâce à qui j'ai aussi vraiment progressé et avancé dans Mhm. ce milieu nouveau qui était la télé, la vraie télé en direct. Arnaud Simon qui était là-bas, Jérôme Papin, c'est des gens qui ont été hyper bienveillants, tellement sympathiques, enfin, toujours ouverts au dialogue, ouverts à la discussion et tout, c'est quand même très agréable. Et quand je suis arrivée chez Canal, c'est d'abord Cyril Linette, parce que c'est comme ça que la bascule s'est faite. En fait, le TF1 vend les... Enfin, pardon, n'importe quoi. La Formule 1 relance l'appel d'offres Mhm. pour les droits de son sport. Et TF1 et Canal+ sont sur les rangs. TF1 le fait depuis 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Enfin, je sais pas, pas l'a fait pendant 17 ans, mais je ne sais plus combien de temps ils ont eu la F1. Et Canal l'a eu fait quelques années auparavant dans un format différent, bref, mais revient dans le positionnement. Et au dernier moment, vraiment, je crois que c'est le début février, alors que le championnat commence mi-mars, Mhm. la bascule se fait et on apprend que c'est Canal qui a les droits. C'est un choc pour tout le monde à TF1, mon père le premier qui quoi. Mhm. Ah oui, d'accord, donc mon année là, je pars plus sur les grands prix. Donc ça a été un gros choc quand même. Et à la fois Canal qui reprend, c'est génial aussi parce que on sait que ça va être une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire, de nouvelles personnes qui vont travailler, journalistes comme consultants et tout. Et Mhm. moi, je me dis, bon, ça fait 2 ans que je travaille chez Eurosport sur la F1. Est-ce que je suis un peu trop considérée comme TF1 ou pas? Et je n'attends qu'une chose. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu ça. Mhm. Tu vois, où je dis, oh, on verra, je ferai autre chose. Et là, par contre, je me dis, ah, je veux pas faire autre chose. Là, je veux qu'ils m'appellent. Parfois, ça te sert dans ta vie de te Ouais, dire que ouais, t'as une échappatoire. Et puis parfois, là, j'en avais pas. Je me dis, je veux qu'ils m'appellent. Et puis Canal, pour moi, ça a toujours été la chaîne. C'est une ah chaîne ouais, que j'ai toujours adorée, ouais, ouais, cet esprit à l'époque et qui est revenu un peu comme ça d'ailleurs aujourd'hui, ouais, décalé, très innovant, très différent, ouais, quoi. ouais. Et puis beaucoup d'humour pour moi à ce moment-là. Les nuls, Ah, c'était le ouais. truc que j'aimais le plus C'était sur marquant, Terre. hein.
Et donc, ça m'avait marqué Canal. Donc, je me disais, Canal. Et il s'avère que un jour, j'ai reçu un coup de fil de Cyril Linette. Je crois que c'était sa secrétaire, d'ailleurs, c'était pas lui directement, mais pour avoir un rendez-vous avec lui. Et là, c'est vraiment là, toute la lumière qui s'allume sur moi. Oh, alléluia! T'as Et pas je fait en suis. sorte qu'il y ait eu ce coup de fil quelque part, non? Ou Ah non, t'as pas appelé toute ton réseau en disant ah non, non. tac, je veux, et puis Non, pour alors qu'on fasse en ça, sorte que lui ait écho de ça et qu'il t'appelle, non? c'est un truc que je pourrais jamais faire. Sache-le. Ouais, C'est ouais, impossible. Impossible. Vraiment, vraiment pas. D'abord, je sais pas faire. J'ai jamais su me ouais, vendre. J'ai toujours ouais, ces problèmes-là dans les OP que j'ai fait, machin et tout. Je me demande toujours moins que les autres. J'ai appris depuis, mais quand même, j'ai toujours été très nulle, essentiellement pour les sponsors, pour la course automobile. ouais, Aller démarcher les mecs et tout. Alors, je suis ouais, pas du tout. C'est vrai. Enfin, je pense que c'est un métier, ouais, quoi. T'as des mecs qui ouais. le font super bien, qui arrivent, qui sont aussi des pilotes, qui n'ont pas forcément besoin de quelqu'un. Et moi, j'ai toujours été nulle. Bref. Mais donc, non, je n'avais appelé personne, et puis je connaissais personne surtout. Bah justement, Et t'as pas d'agent, t'as pas un agent peut faire ça pour non. toi, tu vois. Tiens, je veux pas l'appeler, je sais pas faire, mais par contre, un agent, c'est un peu son rôle quelque part, non? Oui, c'est vrai, mais non, j'en ai jamais eu. Ouais, Donc, t'as jamais eu d'agent, non. ouais. Hmm. Non. Et ben, j'en ai jamais eu vraiment besoin, je crois. Ouais, ouais. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais bref, Cyril Linette, donc je suis appelée par Cyril Linette et Ouais. j'ai un rendez-vous Ok. avec lui. Et donc là je comprends qu'il veut m'avoir dans l'équipe qu'il est en train de constituer un peu en last minute et tout. Et donc, Hmm. je remercie tous les dieux d'être rentré dans cette gêne. Ce qui était au départ, c'était vraiment, bien sûr, la F1, mais c'était aussi rentrer à Canal, quoi. C'était un Hmm. événement incroyable. Et donc, je dirais, dans le parcours que j'ai eu à Canal, ce que je retiens, c'est ça, c'est Cyril Linette qui a toujours été incroyable avec moi. Je Mhm. suis tombée enceinte assez vite en plus, genre l'année d'après, tu vois, donc quand tu arrives dans une chaîne qui se lance dans un truc et que tu te dis, bah, je suis Hmm. enceinte, je vais pas pouvoir faire les 3 derniers Grands Prix de l'année. Bon, le timing était bon, donc je pouvais faire, je crois, jusqu'à 2 Grands Prix de la fin, donc c'était pas mal, et je Ah. pouvais reprendre l'année d'après, à peu près au début. Bon, mais bon, bref, j'ai eu beaucoup de bienveillance de lui au départ, et Ah. Thomas Sénécal aussi, qui a été mon père spirituel dans le métier, quoi. C'est lui qui m'a appris le plus, c'est lui qui m'a aidé le plus à progresser par sa bienveillance, bien sûr, par ses conseils, par son Mhm. exigence, par son professionnalisme à lui, parce que c'est un mec qui est ultra pro, qui est hyper humain. Et ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir eu la chance de rencontrer des gens très humains finalement. Mais Hmm. peut-être que si j'avais rencontré des gens qui ne l'étaient pas, je n'aurais pas fait ça et j'aurais fait. Bien sûr. Tu vois, Ouais. donc peut-être que je l'ai fait aussi parce que c'était des gens qui correspondaient tu vois, aux valeurs et aux besoins que j'avais. Donc, ouais, on parle de remerciements. Ah. Dans la plus grosse progression que j'ai faite en télé, c'est clairement Thomas Sénécal qui m'a permis de la faire. Ouais. On te reconnaît une qualité à dire merci aux gens, à avoir de la reconnaissance. On le ressent quand tu l'exprimes comme ça, mais je te la pose directement la question parce que c'est peut-être aussi une des clés aussi de la réussite dans tous les métiers, finalement, c'est savoir dire merci aux gens, ceux qui te croient en toi et qui te font confiance. C'est une facilité pour Oui, toi de dire oui, merci? oui, c'en est une. Moi, oui, oui, dire merci, c'est facile. C'est plus facile à dire qu'à faire quand même. Mais parce que on se gêne un peu, t'as pas envie. Mais Ouais. oui, oui, non, oui, je pense que ces personnes-là savent que elles m'ont aidé dans mon parcours et oui, oui, j'ai toujours eu l'occasion de dire, j'ai toujours pris le temps de le faire et de m'en rappeler oui, oui. Tu te parlais tes petits mots pour tes filles. Est-ce que tu écris des fois, ou tu as quelqu'un un petit mot en te remerciant, tu vois? Est-ce que c'est des choses que Oui, tu fais? Ouais, j'aime bien écrire, c'est vrai, j'aime bien ouais. ça et je sais que si je dois le faire par écrit, si c'est pas à l'oral, je vais chiader mon message pour Hmm. penser chaque mot, chaque truc, pour chaque ponctuation et tout, que, que ça passe bien et je l'ai pas mal fait par écrit, c'est vrai. J'ai toujours aimé écrire ce que je pensais. J'ai presque plus de facilité à écrire qu'à le dire. Hmm. Hmm. Mais au moins, je me dis, bon, au moins, c'est dit par l'écrit. Ouais. Oh, les paroles s'envolent, les écrits restent, donc c'est peut-être. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, C'est mais pas le mal yeux dans d'écrire les yeux, quand finalement. même, il est important. Il a du Ah oui, sens la aussi. relation humaine, bien sûr, bah, Ouais. bien sûr. Tes canals, c'était un peu pour toi une sorte d'aboutissement, je l'entends comme ça en tout cas. Quand le premier jour, tu arrives dans les locaux de Canal, comment ça se passe là? Oh, je me souviens plus bien. C'est vrai, même ça? C'est bizarre de pas se souvenir, mais en Ouais. fait, je me souviens que c'était tellement en dernière minute parce j'étaient tellement Hmm. pressés par Mhm. le temps
on est tous arrivés, on raconte tous d'ailleurs cette anecdote, mais on est tous arrivés dans un amphithéâtre à Canal, parce que c'était la présentation presse. Voilà. Le dispositif F1 vous est présenté aujourd'hui, la presse est là, etc. Et on voit des têtes qu'on connaît. Moi, je vois Laurent Dupin, que je connaissais d'Automoto, Thomas, que je connaissais d'Automoto. Je vois Franck Montagny, avec qui je venais de bosser pendant 2 ans à Canal, Julien Febvre, qui était à l'équipe à l'époque, et que je connaissais via l'équipe. Donc, c'est que des têtes qu'on connaît, qu'on a côtoyées, et on est tous là, et on se regarde, on dit, on sait pas trop. Enfin, Franck, on sait qu'il a été pris comme consultant, mais Mm. tu vois, Julien Febvre, Laurent Dupin et moi, et tout ça, on sait qu'on. Alors, on s'est même posé la question, est-ce qu'ils sont là pour la presse ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont dans l'équipe? Enfin, très vite, on comprend qu'on est dans la même équipe, on nous appelle sur scène, mais en réalité, on découvre sur scène la constitution de notre équipe, quoi. Je vois Jean Alési, je crois, je sais plus s'il était déjà là, mais je crois que oui, Montagny, Villeneuve, non, il était pas Jean Alési, c'est une bêtise. Villeneuve, Montagny, Febvre, Mhm. Dupin, là, on sait pas encore exactement, pardon, je perds mes oreilles, exactement qui fera quoi, mais on a une petite idée. Enfin, je veux dire, c'est incroyable le truc qui nous arrive. Et à la fois, on est tous tellement enthousiastes d'être là. On sait qu'il est en train de se passer quelque chose d'important, quoi, dans notre carrière, dans notre vie, à Canal aussi, parce que c'était un événement de décrocher les droits de la F1. Et donc, on vit tous enfin, c'est une impulsion qui est géniale, quoi, et qu'a saisi Thomas Sénécal. C'est pour ça que j'en parle beaucoup de lui, parce que à Mhm. l'époque, il était journaliste, hein, il n'était pas enfin, il n'était pas directeur des Mhm. sports à Canal comme il est aujourd'hui. Et en fait, c'est lui qui a vachement fédéré, qui a pris, je pense, le soin de bien choisir les personnes qu'il estimait être bien pour constituer son équipe. Et donc aujourd'hui, si on a aussi cet esprit d'équipe-là, c'est parce qu'elle a Mhm. été créée par Thomas en connaissance des personnalités de chacun à peu près. Il ne connaissait pas très bien tous, mais quand même. Donc c'est aussi cet élan-là qui perdure aujourd'hui et qu'on garde grâce à cette impulsion de départ, quoi. Qu'est-ce Mais c'était, que... bref, ce premier jour à Canal était, Ouais. j'en ai un souvenir à la fois vague parce que on savait pas trop où on mettait les pieds et à la fois plein d'enthousiasme. Ouais. Et tiens, en parlant d'enthousiasme, c'était un peu ma question, c'est quelle est un petit peu la... Alors, hormis le fait que ta singularité, la femme dans un monde de mecs, automobile, etc., si on parle plus de caractère, quel est un petit peu toi, qu'est-ce que t'apportes toi à l'équipe? Si t'étais pas là, qu'est-ce qui manquerait? Oula. Faut que je leur pose la question à eux? Non, je suis sûr que t'as la réponse. Oui, c'est mieux de leur poser à eux en vrai. En plus, on vient de faire le doc des 10 ans de Canal, donc j'ai entendu Ah parler un ouais, peu de ça. Donc ouais. je dirais que au départ, comme j'étais pas dans l'équipe tout le temps sur les grands prix, Mhm. j'étais beaucoup à Paris en plateau. Au départ, moi, je faisais Formula One en plateau à Paris. Et on Mhm. allait sur quelques grands prix, mais on devait en faire 5 ou 6. Je crois que c'était des Européens, quelques Européens, mais peut-être même pas tous, juste pour faire l'émission Formula One. Et puis, plus ça allait, plus je rentrais dans l'équipe en tant que présentatrice. Euh, mais c'est arrivé assez tard, finalement, quelques années, 5 ans Mhm. après l'attribution des droits. Et Mhm. c'est à partir de ce Ah ouais. moment-là, je pense que pour le coup, l'effet de mon arrivée s'est fait ressentir parce que j'étais plus là. C'était Mhm. pas un cheveu sur la soupe juste pour faire Formula One, la dernière émission du week-end. C'était tout le week-end entier. Donc, je dirais que c'était une espèce un peu de fraîcheur dans la mesure où j'avais plus de fraîcheur sur les endroits où on allait. Eux avaient fait ça depuis 5 ans et tous les grands prix sont toujours les mêmes. C'est pas Mhm. toujours les mêmes hôtels, mais presque. Un peu les mêmes restos, les mêmes machins. Et donc, et moi j'étais là et j'arrivais, j'étais enthousiaste sur tout. Je trouvais tout génial, pas blasé du tout. Je dis pas qu'ils l'étaient eux, hein, mais ils étaient plus, Mhm. on va dire, rompus à l'exercice que moi. Et donc j'étais un peu, j'avais cette fraîcheur-là de la découverte du truc. Et j'étais à l'époque, il y avait quand même Amandine Moraine qui était dans la boucle, qui venait pas mal, mais on était vraiment les deux seules filles à ce moment-là. Donc c'était aussi la seule femme de l'équipe. Donc c'était une manière un peu différente. Non, c'est pas vrai, d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Il y avait Laurie. Je sais pas, c'est dur. Je sais pas, mais je dirais quand même que c'était comme je suis assez souvent de bonne humeur, enfin toujours plutôt de bonne humeur, Mhm. c'est ce truc-là aussi qui est assez agréable, je pense, pour eux à vivre, dans le Mhm. sens où Mhm. c'est, voilà, il y a pas d'embrouille, il y a pas d'accro, il y a pas de, Ouais. Ouais, ça il y a revient un pas de petit se peu donner sur le ce que dos, tu... c'est simple, quoi. Ouais. On voit, je pense qu'on entend bien le lien entre ce que tu nous évoquais toi par rapport à la transmission familiale, tu vois, le côté positif, pas de jugement, etc. Et puis on sent qu'il y a quand même une sacrée énergie aussi. D'ailleurs, c'est cette énergie, toi, alors
il y a les enfants qui arrivent dans une vie familiale, évidemment, ça prend de l'énergie. Il y a les voyages aussi, les jet lag, ça prend de l'énergie. Mais toi, est-ce que tu as des tips, tu vois, à partager? Tu dis, tiens, c'est vrai que l'énergie, pour moi, ça passe par deux, trois. Alors, des choses que tu fais peut-être naturellement et comme ça, tu te rends même plus compte. Mais voilà, tu tiens d'où cette énergie au quotidien? Comment tu la gères? Déjà, je me préserve, je pense. Mhm. Ça veut dire que j'ai quand même une notion et ça, c'est arrivé avec les enfants, je dois reconnaître, une certaine rigueur dans ne serait-ce que le temps de sommeil. Par exemple, je sais parfaitement ce que je dois m'octroyer comme sommeil pour être en forme. Ouais, Et je sais que si j'ai pas eu ce truc de sommeil, je vais me récupérer un autre moment. Enfin, je pense que je me préserve. ouais, Je dirais que c'est un des trucs qui me permet de garder l'énergie. ouais. Ça veut dire contrôler, finalement, contrôler l'énergie qu'on dépense, quoi. Savoir que ce que je peux me permettre de faire ou pas, même ne serait-ce que boire un coup ou un truc comme ça veut dire que c'est pas des soirées, ça m'arrive encore, hein, mais c'est pas des soirées jusqu'à pas d'heure en buvant je sais pas combien de litres d'alcool. Je fais toujours, en fait, je crois que je fais toujours un petit peu attention Hmm, tout le temps. hmm. Je dirais que c'est ça qui me permet de garder l'énergie parce que j'ai jamais. Il y a des moments où je suis plus fatiguée que d'autres, bien sûr. Mais ouais, je dirais que c'est quand même beaucoup le sommeil qui génère mon énergie, quoi. Par exemple, sur les grands prix avec du jet lag, les décalages, pour moi, j'y fais très attention. Je pars en avion, je sais que dans cet avion-là, il faut que je dorme ou que je ne dors pas, que je ne dorme pas tant de temps, parce que sinon je vais arriver, je vais pas pouvoir dormir, etc. Hmm, Et donc, enfin, je fais attention à tout ça, quoi. Je hmm. pense que le premier truc, c'est d'y prêter attention, je crois, à cette Ouais, énergie-là qu'on a. ouais. Hein, Parce que t'as vite fait de ne pas y penser, oh, bon, on s'en fout, on verra. Non, moi j'y pense tout le temps. Je sais à quelle heure je me suis endormie tous les jours. Je sais à quelle heure je me suis réveillée tous les. Enfin, tu vois, c'est un truc auquel je fais attention parce que c'est un indicateur pour moi de attention, dors un peu ouais. plus, hein, on Ah, mange ouais, ok. mieux, bois beaucoup d'eau. Par exemple, il y a des Ouais. jours où j'oublie de boire. Je me dis, ça c'est des trucs, je me dis non, faut faire attention, faut boire tout le temps. Enfin, c'est des petits trucs de rigueur sur des petits Hmm. détails hein, qui sont cons, mais qui. Et bon, bien sûr, laisser de la place pour le sport. Mais ça c'est un truc qui me bouffe de l'énergie quand de l'énergie morale, quand j'en ai pas fait et que j'aurais voulu en faire. Ça m'énerve. Et donc, je sais qu'il faut que je trouve le temps de le faire parce que sinon, ça va m'énerver, ça va me ronger. Putain, j'en ai pas fait pendant une semaine, Ouais. machin, et ça va me mettre dans une énergie négative. Donc, en fait, je crois que c'est arriver à maîtriser ton temps. Ouais. Tu l'as dit le mot d'avoir une attention régulière, pas une Ouais. grande attention de temps en Non, non, temps, oui, oui. mais tout le temps, un peu d'attention sur ces basiques de la santé, Ouais, quoi. ouais, exactement. Ouais, et tu préserves vraiment ton sommeil. Donc en plus avec toi les jet lag, etc. Bah oui, effectivement, on sait que le sommeil Ouais, c'est. j'essaye de les travailler, quoi. Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est plutôt que d'avoir des Des grandes cures de intentions. vitamines. Ah ouais aussi, d'accord, ok. Ouais, Tu as une je vitamine que tu fais... recommandes, toi, qui non, ou c'est pas de marque, hein, je parle Non, pas de je marque, fais... mais Non, oui, sans préciser de marque, non, j'ai fait une cure, là, qui m'a été recommandée par quelqu'un ouais, Merde. Oh là là. Bon, évidemment, vitamine C, ouais, euh, de la vitamine D. J'ai de la ouais, vitamine D en gouttes, vitamine C en ouais, croquet, là, ouais. et un autre truc, là. Des oméga 3, non? Non, attends, tu me laisses Non. aller regarder 2 secondes, parce que ça m'énerve de pouvoir Allez, trouver. on fait un Bouge pas. break. Je vais meubler Attends, pendant que voilà, je me retrouve c'est pas seul bon. face à mes Désolée. auditeurs. J'espère que vous passez un bon Du moment. zinc! Voilà! Ah, du zinc. Ah, ça me Elle rend a fait la. dingue! Putain, hop, je suis allée Bah, voir. prends des oméga 3 pour la mémoire, hein, ça, Ouais, ouf. c'est pas- tu pourras ajouter, je vais appeler ton. Voilà. Alors, Zinc bon. et un En petit tout cas, animal de merci pour. compagnie aussi qui est toujours là. Ah, le loulou, c'est quoi comme race de chien? C'est un petit Jack Russell à poil long. Ça Voilà. s'appelle un Jack Tu- Russell à poil lion. Bah, en fait, Cadeau. c'est un Jack, mais t'en as à poil.
dur, donc le poil très Ouais, court, bien sûr, ouais, très connu, ouais. et t'en as un poil, D'accord, ça c'est un s'appelle, jack, c'est non, aussi c'est pas dur, d'ailleurs, un je sais plus, jack, ça ouais. s'appelle le poil dur, lui, je crois. Enfin bref, en tout cas, c'est un jack, c'est le même qu'un D'accord. jack, si tu lui rases les poils, c'est un jack, mais il a plus de poils, et donc je trouve ça plus mignon. Eh ben, il a une bonne bouille, il s'appelle comment? Serge. J'enlèverai pas sur le truc parce que quand je l'ai vu, j'ai pensé à un chanteur. C'était ça, c'est n'importe quoi. Son Allez. homonyme? Ok. Ouais. Eh ben écoute, merci pour ces partages sur l'énergie parce que c'est tellement fondamental, hein, l'énergie, surtout là, à cette période où on va t'entendre au mois d'octobre où l'énergie va baisser un petit peu, l'automne, moins de Ouais. soleil, on le sent déjà là, les journées qui raccourcissent, on rentre dans une période un peu plus Ah oui, c'est ouais. euh, plombante entre guillemets, mais en même temps, bah, si on préserve son sommeil, comme tu nous l'as enseigné, ou pour rappeler en tout cas, bah, ça reste fondamental évidemment, hein. Et puis, bah, force est de constater que de l'énergie, tu n'en manques pas. Non, c'est vrai. Je... Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que, tu vois, tiens, bah, après tout, on n'a pas parlé d'un truc, j'aimerais bien qu'on en parle. Alors, moi, j'aimerais parler d'un truc, évidemment, parce que tout ça aussi, tu as beaucoup de générosité, tu en as parlé quand tu parlais de la famille tout à l'heure, donc on va parler aussi de ce que tu crées, partages avec les enfants, ça me tient à cœur d'en parler avec toi. Mais si on reste un petit peu sur toi avant de parler de ce pourquoi tu œuvres pour les autres, la transmission, euh, un truc que tu vois, que tu te dirais, tiens, si j'avais un truc à partager quand même pour tout ce qu'on se dit là, des sportifs, des entrepreneurs, tu vois, une pépite, tu vois, là, comme ça, là, qu'est-ce qui Euh, viendrait à l'esprit, là? le premier truc qui me vient à l'esprit, parce que tu m'as peut-être un peu aiguillé, parce que tu as prononcé le mot enfant, je Ouais. crois que c'est la gestion de tous, la gestion de la vie de famille quand tu Mhm, voyages beaucoup et mhm, quand tu as un métier qui te sollicite beaucoup. Je crois que c'est un vrai truc à intégrer qui est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut ouais. vraiment être solide parce que c'est dur pour les enfants, c'est dur pour le conjoint, c'est quand même compliqué à gérer, je trouve, les distances, quand il y a du décalage horaire aussi, pas pouvoir toujours Mhm, communiquer avec les gens. En plus, moi, je suis une personne qui malheureusement n'aime pas beaucoup communiquer quand je suis loin. Enfin, une fois que je suis dans mon truc, mhm, tu vois, par exemple, j'aime pas beaucoup faire des FaceTime avec les enfants. Je le fais si eux le demandent. Mais mhm. sinon, j'ai pas envie de les appeler pour ça va, enfin, j'ai rien à dire et je trouve ça chiant. Et donc, je fais un peu à l'ancienne, je pars, quoi, je suis pas là. Ouais. Et donc, ça, c'est pas facile pour le. Alors, si c'est pour les enfants, je leur ai toujours dit si vous avez besoin de m'appeler, vous m'appelez, je suis toujours joignable. Si vous avez envie ou une vraie nécessité, je suis là. Ils savent Mhm. qu'ils peuvent compter sur moi, je ne disparais pas, bien sûr Ouais. évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est, enfin, tout ça, peu importe la manière dont je le gère d'ailleurs, mais c'est une gestion. Et c'est ça que je trouve toujours important important de souligner. Et j'aime en parler avec des gens qui vivent genre de choses-là parce que je suis encore dans un apprentissage. Je crois que quand on a des enfants, on est en apprentissage un peu toute sa vie parce qu'on découvre au fil des âges, au fil du temps, au fil de tout, plein de choses nouvelles et des responsabilités qu'on ne connaissait pas. Et donc, je crois que c'est un vrai truc quand même à intégrer dans une vie professionnelle. Et peut-être, ce n'est que mon point de vue, peut-être un peu plus encore quand on est une femme. Mhm, Donc, parce que, c'est pas tant une femme, pardon, mais c'est une maman. mhm, Parce que j'ai quand même idée que la maman, c'est quand même quelque chose d'un peu différent pour un enfant que le papa. C'est pas une question d'amour du tout, on est d'accord, hein. C'est peut-être un lien un peu indicible. Et donc, je pense qu'aussi dans l'histoire, on est moins habitué aussi, maintenant ça se fait quand même de plus en plus, hein, mais à ce qu'une maman parte autant, ne soit pas toujours là. mhm, mhm. Euh, voilà. Donc c'est un truc qui est encore plein de points d'interrogation pour moi, qui est en cours de travail, mais qui m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est peut-être pas un truc qu'on souligne souvent. Tu vois, j'en ai parlé avec Thomas Sénécal au début de l'année, quand on Ouais. parle du contrat qui nous lie, etc., pour les Mhm, reconduire ou non, enfin machin, ce qu'on a envie de faire, nos envies. Il a toujours été super bienveillant avec moi de ce point de ouais. vue-là, sur maintenant que tu as des enfants, peut-être que tu as moins envie de partir. Enfin, tu vois, la question a toujours été posée. Mhm, Je trouve que mhm, c'est mhm. hyper attentionné Ouais. de donner de l'importance à ça parce que ça en a énormément. Et Ouais. donc, c'est un truc qui reste un point d'interrogation dans le sens où j'ai pas encore, je suis pas sûre de maîtriser encore bien tout ça. J'y vais un peu à tâtons, mais je me rends compte de la difficulté de la chose quand même, de partir beaucoup, et pour le conjoint et pour les enfants, parce que Mhm. c'est pas évident quoi, pour la famille aussi de tenir,
de se passer de quelqu'un enfin, tu vois, qui n'est pas là, c'est, c'est pas évident. Donc, j'essaye d'écouter des trucs, des podcasts qui peuvent traiter de ça ou des Ouais. mamans qui gèrent ce genre de trucs-là. Mais c'est quelque chose qui compte, quoi. Qui compte dans le mental, dans le moral et qui est pas évident parce qu'on est là comme un gars. Enfin, je veux dire, il y a des trucs pour lesquels je suis féministe et d'autres où je Ouais. le suis pas. Enfin, je veux dire, je suis pas sûre qu'on soit égaux finalement parce que Hein, hein. sentimentalement, moralement et tout, on est assez différents par les rôles que Hmm. nous donne la maternité, etc. Et donc, voilà, ça, c'est un truc on peut en reparler, qui est Ouais, un peu plus ouais, de ouais. psychologie, Ouais. mais qui est à prendre en considération, je trouve, dans la vie d'une maman euh, Hein. qui travaille beaucoup. Ouais, qui semble aimer ce qu'elle fait aussi. Oui, exactement. Non, mais en Hmm. plus, le bien-être, il passe Hmm. par ton épanouissement au travail. On dit toujours Hmm. un parent heureux a des enfants, rend des enfants heureux. C'est Hmm. évidemment, je voudrais jamais vivre frustrée parce qu'il faut que je sois près de mes enfants par rôle. Non, je suis très heureuse de ce que je fais, mais Ouais. parfois j'ai beaucoup d'interrogations puisque, encore une fois, c'est Hmm. l'apprentissage de la vie avec un enfant et tu te demandes toujours si tu fais bien, si peut-être qu'il faudrait que tu sois plus là. Enfin, c'est des problématiques qu'on se Hmm. pose beaucoup et je pense que pour le coup, en ça, on n'est pas du tout égaux avec les hommes. C'est que je pense vraiment pas que les hommes se posent ce genre de questions-là. Alors que moi, ça peut être quelque chose qui me travaille pendant tout un week-end Hmm. de Grand Prix où je Ouais, bien vis mon sûr. travail, je vis ma profession, mais j'ai en arrière pensée ces petits tracas-là. Non, mais c'est bien Voilà. que tu en parles parce que bah, déjà d'une d'en parler, c'est déjà la première étape. Oui, et, oui. et tes enfants pour l'entendre, déjà de dire que c'est bien, bah, Ouais, si en plus elle en parle, tu vois, ça tracasse un peu, bah déjà c'est une façon ouais, oui, c'est qu'elle pense je à le nous. considère. Je sais pas comment le gérer, mais je le Ouais, ouais. considère. Ouais, bah c'est quoi, voilà, exactement. Et Ouais, puis, tu vois aussi, c'est vrai que moi, je regarde très peu le sport à la télé. Et c'est pour ça que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais du podcast, ça me permet de me connecter avec les sportifs et le monde du sport. À défaut, pour le coup, par contre, j'en fais beaucoup. Mais tu vois, cet été, alors je crois que c'est Van Der Poel, hein, le cycliste belge, qui avait dit, bah écoute, moi je fais le tour, mais par contre, il faut juste intégrer une chose, c'est que ma femme est en fin d'accoucher, oui. d'arrêt, et donc si elle accouche, j'arrête quoi. Et tu vois, ça c'était impensable, de le faire, Impensable. de le dire. Ouais, Et ouais. alors, tu vois, là maintenant c'est dit, ça se fait, et ça, tu vois, c'est comme tu entends des directeurs sportifs aujourd'hui, les mêmes directeurs sportifs il y a 5 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils avaient des propos il y a 20 ans, tu parlais de féminisme tout à l'heure, tu vois, tu te dis, mais c'est pas possible Ah que ouais, ce ouais. type-là ait dit cette phrase-là, mais c'était un autre contexte, C'est c'était un lunaire. autre Ouais, temps, et les gens changent, les temps changent, ouais, et ouais. les hommes aussi peuvent aussi se questionner sur les mêmes questions qu'une femme, comme tu nous les as partagées, enfin c'est mon sentiment aujourd'hui, alors qu'il y a 5 10 ans, sûrement, peut-être pas, tu vois, donc c'est vrai que bah, faut vivre avec son temps comme on dit, mais là je pense que les choses vont dans le bon sens, j'ai le sentiment en tout cas, Oui, quoi. je Hein. crois aussi. Je crois aussi. Après, Hmm. oui, oui, oui. Il faut. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un autre débat. Non, On mais en je veux dire, reparlera. non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve dur de ressortir des images d'archives d'hommes qui ont Ouais, prêté oui. Ouais, des mots, enfin, tu vois, à une situation ouais. qui, dans le contexte dans lequel ils vivaient, ils n'auraient pas pu penser Hmm. autrement. Enfin, je veux dire, Ouais, bien sûr. oui, ça nous offusque, mais à l'époque, ça faisait partie de la manière dont ils vivaient. Donc, ce qu'ils disaient n'était pas fait pour offenser, mais Hmm. était juste ça traduisait juste l'époque dans laquelle ils vivaient. Donc, Exactement. voilà. Ouais. Ouais, moi, j'ai une petite théorie là-dessus, en fait, c'est que plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent dire, plutôt que de sensibiliser les gens sur ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire, etc., on sait que ça ne marche pas de toute façon, sauf sous la Oui, torture, sauf sous avec des effets à court terme qui fonctionnent. Mais là, ce qu'on se dit finalement, c'est qu'il y a un environnement qui fait que on a des postures, des attitudes et des discours qui sont liés à cet environnement. Donc moi, ma conclusion, elle est simple, hein, c'est très personnel, c'est que si on veut que les gens évoluent, faut jouer sur quoi? Sur l'environnement et pas sur eux. Donc voilà, mais tout c'est à pas fait. si simple que ça à faire, ça prend du temps, mais voilà, Non, c'est pas simple, mais c'est avec vrai. le temps. Et le C'est temps est un juste. des paramètres. Le temps est un des paramètres d'ailleurs. Donc, tu vois, tu es très active. Enfin, tu es active en tout cas pour les enfants. Et qu'est-ce qui est important pour toi dans cette transmission, dans ce partage de soutien auprès des enfants, parce que tu en parles déjà par rapport au tien, c'est important. Mais de façon plus générale pour toi, qu'est-ce que ça évoque pour toi l'enfant et comment tu veux soutenir un peu cette voix de l'enfant. Toi, tu dis, tu as été préservé. J'ai eu la chance d'être dans un environnement où voilà, papa, maman nous ont aidés, nous ont vraiment tu vois, mis dans un environnement, une fois de plus, où on a pu s'exprimer et devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Euh,
Et c'est pas le cas partout pour toi. Qu'est-ce qu'elle a été un petit peu quels sont un Ah, petit peu les points choquants pour toi dans le monde dans lequel tu vis? Tu vois, il faut que je fasse quelque chose, bah que je me rende c'est utile. oui, c'est vachement plus dur à faire aujourd'hui, je crois, à préserver qu'auparavant, parce que aujourd'hui les enfants ont accès à tellement de choses, on les fait on les fait grandir trop vite presque, je trouve. Mais bon, bref, c'est Hmm, compliqué mhm, à gérer. En tout cas, c'est un vrai truc auquel il faut prêter attention. Mais oui, pour reparler des enfants et de l'attention que je leur porte, j'ai été très sensibilisée par une démarche il y a, je crois que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, le président d'une association que je marraine donc depuis ce moment-là, qui m'avait contacté sur Facebook. À l'époque, je lisais mes messages Facebook et voilà, je me félicite de les avoir lus à cette époque-là parce que c'était le moment où j'ai rencontré Eric Friedrich, qui est donc le président de cette association-là, et qui m'a fait un message super touchant, qui était une approche qui était très simple, très évidente, quoi. Est-ce que ça m'intéressait de l'aider, enfin, de soutenir son association, d'être la marraine, en utilisant le vecteur du sport. Et donc, tout collé. Quand il y avait des enfants, il y avait, parce que même sans avoir d'enfants, j'en avais pas à l'époque d'ailleurs. mhm, J'aime beaucoup les enfants. Enfin, je suis très sensible à ça, à leur cause et tout. Et je trouvais que sa cause était incroyable parce qu'il proposait d'améliorer le quotidien des enfants en hôpitaux. Donc, on récoltait des fonds pour améliorer ça, parce que lui avait traversé une épreuve difficile mhm, dans sa vie et avait vécu ça, et donc savait de quoi il parlait. Et donc, en fait, c'est finalement le fait que ce soit pas du tout comment dire, un prétexte, quoi. C'est une réalité vécue. Et donc, j'ai trouvé cette approche, enfin, elle m'a vraiment sensibilisée et on a tout de suite pris contact et je suis devenue marraine de cette association-là aujourd'hui, enfin à cette époque-là, et je le suis encore aujourd'hui. Et donc, on essaye, grâce au vecteur du sport, de à la fois euh, organiser des événements qui permettront de récolter des fonds pour reverser à l'association qui aide ces enfants-là. Donc améliorer leur quotidien, ça veut dire apporter du matériel à l'hôpital, soit des jeux, soit des tables, des télés, un canapé, pour que le confort des enfants et des parents aussi qui accompagnent les enfants, même des services pédiatriques en général, existent. Ils ont même poussé plus loin encore depuis quelque temps l'exercice en proposant une adaptation physique aux enfants. Ça veut dire qu'on parlait de sport, tu vois, c'est le lien et net aussi dans l'hôpital, puisqu'on leur permet d'avoir je vais y arriver, une activité physique adaptée. Donc, de leur faire du sport dans leur service pédiatrique, quoi. Ça veut dire, c'est mhm. aussi bouger, faire quelque chose qui sort un peu de leur quotidien tout en restant dans leur environnement. Et l'association leur permet de sortir de leur quotidien en venant sur des événements sportifs. Ils sont venus notamment l'année dernière au Grand Prix de France, quelques enfants de, du service de Marseille, du service pédiatrique de Marseille, je crois, ou d'Aix, je me souviens plus exactement. Mais donc voilà, c'est soutenir ces causes-là parce que elles sont importantes, parce que quand on n'en a pas été témoin, bah, on se rend pas vraiment compte, et le fait d'être en contact avec des gens qui le sont, bah, nous fait prendre conscience de la réalité des choses et de ce que vivent les gens, et que on peut pas être insensible à ça. Et c'est pas d'ailleurs que parce que ce sont des enfants, hein, mais peut-être qu'on est encore plus sensible parce que ce sont des enfants, mais euh, c'est aussi se dire qu'on sert à quelque chose, quoi, quelque part, parce que finalement, on sert à, oui, à dire que un pilote a gagné une course. Voilà, c'est une information qu'on transmet, mais on sert Hmm. sur le fond, on sert à rien. Donc, j'ai trouvé merveilleux de me proposer de servir à quelque chose. En fait, je le remercie de m'avoir proposé de servir à quelque chose. Voilà. Hmm. Et donc, et puis parce que je trouve incroyable tu vois, on parlait d'énergie tout à l'heure, l'énergie de cet homme-là, de sa famille d'ailleurs, en général, qu'il a développé pour aider les gens, quoi. C'est quand même génial. Tu en dis le nom de l'association Du sport et plus. qu'on peut suivre sur, pareil, un site Sur les internet. réseaux sociaux, oui, ils ont un site internet. Sur les réseaux sociaux, il y a un Instagram, Facebook. Hmm. Ouais. Et, euh, et puis je trouve que la première démarche, finalement, c'est d'en parler. Ouais. C'est déjà une aide en soi, quoi, parce que il suffit enfin, je veux dire, on en parle, plus on a d'occasion de rencontrer des gens qui vont bah, pouvoir faire quelque chose. On peut en parler à 1000 personnes où il se passera jamais rien, mais à la fois la 1001e, ah bah c'est drôle ça parce que moi justement ah bah, génial, et les choses se font, et puis donc Hmm. il faut en parler. Tu m- À titre perso, je te remercie parce que tu vois, alors j'apprends toujours évidemment. Nos auditeurs auront capté, j'imagine, plein de choses et forcément une chose qui va ressortir plus que d'autres, par fonction de nos sensibilités, nos spécificités. Ouais. Mais tu vois,
Je suis assez sensible sur pas la cause de l'enfant en général, mais ce que tu disais, tu vois, préserver l'enfant le plus longtemps possible, parce que toi, on sent bien d'où tu viens, que justement, c'était un point sensible dans votre éducation, de pouvoir vous permettre Mmh. d'aider des enfants le plus longtemps possible, pour garder voilà, cette forme d'authenticité, tu vois, avec ce patrimoine avec lequel on est et qui fait qu'on est différent. Et toi, on sent que tu n'as pas eu trop de filtres, tu vois, dans ta vie, tu vois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les filtres d'une éducation, les filtres d'une scolarité, les filtres de plein de choses. Et toi, on sent bien qu'il y a eu ce côté, ouais, prends le monde comme il est, prends-toi, accepte-toi tel que tu es, et trouve ce que tu disais, d'ailleurs, trouver sa voie. Ça va te permettre de trouver sa voie. Je pense que c'est une des clés majeures que je retiendrai de cette conversation qu'on a eu tous les deux, et je te remercie vraiment infiniment pour ça. Il y a des rencontres, Avec tu vois. plaisir, merci d'avoir sollicité cette réaction. Ben oui, mais tu vois, les conférences, ça sert aussi. Moi, j'ai eu le plaisir de Oui, partager avec toi une conférence, hein, et c'est ce qui ressortait d'ailleurs. C'est les personnes qui étaient là. Ouais, on vous a écouté, on verra plus le monde de la même façon. C'est alors. Ça dure qu'un temps, évidemment, ce genre de choses. Mais là, mais c'est tu déjà vois ça. cette conversation. Et c'est déjà ça, exactement ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, une somme de plein de petites choses fait que derrière, ça devient une évidence. Et ça y est, la vie n'est plus comme avant. Donc moi, je te remercie vraiment pour ça parce que, tu vois, c'est peut-être parce que moi, à l'inverse, je pense que j'ai beaucoup de filtres dans ma vie. Je pense que je suis pas le seul. Et tu vois, de se retirer ces filtres-là, c'est long. C'est un processus long Ouais. qui demande beaucoup d'énergie. On a parlé d'énergie aussi. Et tu vois, si justement son patrimoine, en tout cas naturel, on arrive à le mettre dans une bonne perspective, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, c'est ce que tu nous as révélé parce qu'on a bien senti à chaque fois. J'ai trouvé génial ta façon aussi de remercier les gens parce que très spontanément, les noms sont sortis. Tu as vu, tu nous as sorti 15 personnes comme ça. Donc, et ça, c'est. Oui, c'est assez clair. Eh ouais, tu vois, donc on sent bien que effectivement la relation aux autres et tout. Non, tu nous as apporté vraiment beaucoup de choses, Marguerite, et je te remercie pour ça. Merci, Céline. Si on veut te remercier, alors évidemment, vous pourrez le faire vers le biais du podcast, hein, sur le site championdemavie.com. Vous pouvez mettre vos commentaires, etc. ou sur votre plateforme. Mais si on veut te remercier toi directement parce que tu vois, ce qu'elle a dit, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie, je voudrais te remercier. Est-ce qu'il y a un moyen de t'envoyer une bouteille à la mer, tu vois, pas sur Facebook, on l'a compris, mais sur d'une autre façon. Sur Instagram, je lis un petit peu mes messages. Ouais. Je les lis pas tous. Mais, en fait, j'essaye Hmm. de m'en déconnecter un peu. Enfin, je trouve Ouais, que à juste après, titre, ouais. 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 c'est hyper chronophage. Et aujourd'hui, pour ça, j'avais le temps avant d'avoir des enfants de prendre le Mhm. temps de lire. Parfois, franchement, je le regrette parce que j'ai tellement eu il y a des messages qui servent à rien, des gens qui sont pas, enfin, qui, Ouais. Oui, oui, bien sûr. voilà. Bon, la vocation du message n'est pas pour Ouais. échanger, il y en a aucune d'ailleurs. Mais pour ceux qui ont un sens et qui donnent un sens à leur message et tout, quand Hmm. je lisais ces messages-là, je prenais toujours beaucoup de plaisir à le faire et je parle d'Eric, mais il y a plein de gens où j'ai eu, enfin, je trouvais intéressant de répondre. C'était important aussi pour moi. Et malheureusement, Hmm. aujourd'hui, j'ai vraiment moins le temps de le faire. Mais sur Instagram, j'essaie quand même de temps en temps de le faire. Alors, c'est pas évident parce que je crois que j'ai des filtres je parlais de filtres, sur Instagram où je peux pas, tous les messages Hmm. ne m'arrivent pas, en fait. Je sais pas s'il faut être Ouais. abonné à moi ou s'il faut que je sais plus. Il y a un truc où c'est pas si évident. Je reçois pas tous les messages, Hmm. Oui, parce que tu as mais la petite pastille bleue, voilà, comme quoi tu es compte certifié de notoriété publique. Et donc, si on ouais, et veut donc, je crois t'écrire que sur Instagram, vaut mieux réagir sur tes commentaires, sur tes publications. On ouais, peut te mettre un exactement. commentaire et ça, tu verras. Ça, Voilà, je pour le pense que coup, je les ouais. lis. Presque. Ah, ben voilà, ça y est, donc Pas on a la tous, réponse à mais la un peu. question. Et ben Marguerite, merci vraiment infiniment pour cet échange, ce Merci beaucoup à partage. On toi. va suivre avec beaucoup C'est un d'attention plaisir. tes partages, tes échanges à la télé, pour ceux qui regardent encore la télé. Et puis, non, mais la On a télé encore sur un le peu. smartphone, tout le monde, Ouais, ouais, on la voilà. regarde sur le Tout le monde smartphone. a ça. Voilà, c'est plus une télé, mais c'est smartphone, quoi. Et écoute, et puis à très bientôt, en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Marguerite. Voilà, c'est pas commun. Moi, je suis pas du tout sport automobile en plus, donc c'est la première fois que j'interviewe On n'en a quelqu'un pas dans le trop sport parlé, tu vois, de sport automobile, donc c'est bien. et finalement, non, pas tant que ça, tu vois, on a parlé plus de toi, ton parcours, et c'était super inspirant. Merci Marguerite, et Merci beaucoup à toi, très bonne fin Cyril, de saison à toi. de nous écouter. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux.
On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.